Est-ce que vous pensez tout connaître des tueurs en série? Si c'est le cas, vous risquez peut-être d'être surpris aujourd'hui. Derrière les affaires les plus médiatisées, celles qui ont marqué les esprits et qui ont fait les gros titres, se cachent beaucoup d'histoires dont on a très peu entendu parler, qui sont pourtant tout aussi effroyables, si ce n'est plus. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans les abysses du crime en vous proposant un tout nouveau format, l'iceberg des tueurs en série. Bon, je n'ai rien inventé, hein, c'est un concept qui est déjà bien connu sur YouTube et pas mal démocratisé par Feldup en France. Mais dans l'univers du true crime francophone, à ma connaissance, c'est une première, un test. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît et si vous voudriez en voir d'autres par la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de vidéo iceberg, je vous explique en deux mots. Chaque strate de l'iceberg représente un niveau de connaissance. Dans la première, j'aborderai les affaires les plus connues, celles qui ont fait l'objet de nombreux documentaires et livres, mais plus je descendrai, plus les eaux seront troubles et les criminels mentionnés méconnus. Dans les dernières strates, je vais faire mention de meurtriers qui, pour certains, ont commis des crimes vraiment horribles et je donnerai des détails graphiques. Cela dit, pas d'inquiétude, il y aura un avertissement avant ces paliers pour permettre à chacun d'arrêter le visionnage en fonction de sa propre sensibilité. Maintenant, que vous soyez un profane ou un amateur de true crime chevronné, préparez-vous à découvrir des affaires dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Générique. Comme je vous le disais en introduction, dans ce premier palier, il n'y aura que des tueurs en série qui, pour une raison ou pour une autre, ont été très médiatisés. Leur histoire est si populaire que même nombre de gens qui ne regardent pas spécialement de true crime les connaissent au moins de nom. Et j'imagine mal comment commencer cette liste par un autre que Ted Bundy. Les méfaits de Theodore Robert Bundy, né Cowell, qui a sévi dans les années 70, ont marqué plusieurs générations de personnes. Ce meurtrier américain était charismatique, très intelligent et plutôt bel homme, des qualités qu'il avait parfaitement conscience d'avoir et qu'il a utilisées à loisir pour attirer dans ses filets de nombreuses jeunes femmes et adolescentes. Ted prétendait en général qu'il était blessé ou il se faisait passer pour un policier ou un pompier pour leur inspirer confiance et les inciter à le suivre dans une zone isolée. Après ça, il les tuait, soit par strangulation, soit en les battant à mort. Avant son arrestation, sûrement lassé de fuir, il a commencé à ne plus se montrer en public et à s'introduire dans les logements de ses victimes de nuit pour les surprendre pendant leur sommeil. Ted était très calculateur, c'est la raison pour laquelle il a pu tuer dans plusieurs états différents tout en échappant à la police pendant plusieurs années. Mais c'est aussi ce qui le poussait à ne pas utiliser d'armes à feu, qu'il pensait à la fois trop bruyantes et trop susceptibles de laisser des preuves balistiques. Le meurtrier était si méticuleux et si organisé que ses empreintes digitales n'ont été retrouvées sur aucune des scènes de ses crimes et même s'il a été arrêté à 3 reprises, il est parvenu à s'enfuir les 2 premières fois. Après sa 3e arrestation, en 1978, il a été condamné à la peine capitale et il a assumé la plupart de ses crimes peu avant son exécution, sans pouvoir réellement expliquer pourquoi il les avait commis. Malgré tout, il a eu du mal à aborder certaines de ses déviances dont il semblait avoir honte, il n'est donc pas impossible qu'on ne sache pas tout. Selon toute vraisemblance, Ted Bundy avait des penchants nécrophiles et il aurait abusé de plusieurs corps sans vie. Il aurait même conservé quelques têtes coupées chez lui en guise de souvenir. La plus jeune de ses victimes confirmées n'avait que 12 ans et la plus âgée d'entre elles 26 ans, mais il est également soupçonné d'avoir tué une enfant de 8 ans alors qu'il était lui-même père d'une petite fille. Ted Bundy, qui a été exécuté en 1989 à l'âge de 42 ans, reste à ce jour l'un des tueurs en série les plus connus au monde. Et c'est aussi le cas du tueur suivant, sur lequel Netflix a d'ailleurs sorti une série qui a beaucoup fait jaser, Jeffrey Lionel Dahmer, qui était lui aussi américain. Surnommé le cannibale de Milwaukee ou monstre de Milwaukee, il a sévi entre 1978 et 1991. Il ciblait de jeunes hommes et adolescents vulnérables, principalement issus des communautés LGBTQIA+, et afro-américaines. Jeffrey les attirait chez lui en leur proposant un endroit où dormir, de l'argent ou des relations sexuelles, puis il les violait et les tuer de manière très violente, sans toutefois disposer immédiatement de leur corps. Comme l'indique son surnom, il consommait de la chair humaine. Dans ce but, il a démembré plusieurs de ses 17 victimes après leur mort, et il conservait parfois leurs restes pour en manger certaines parties quand il n'utilisait pas de l'acide pour les dissoudre. Tout comme Ted Bundy, il aimait abuser des corps sans vie, mais par chance, un terme a pu être mis à cette folie grâce à un dénommé Tracy Edwards qui a réussi à s'échapper de son appartement. Après sa fuite, il a croisé 2 policiers et leur a tout raconté en détail.
Les officiels ont alors accompagné jusque chez Jeffrey, découvrant plusieurs preuves hautement incriminantes, dont des dizaines de photos Polaroid de corps en cours de démembrement et une tête coupée dans le réfrigérateur. Son arrestation a évidemment été immédiate et la perquisition de son logement s'est révélée être similaire à la visite d'un musée de l'horreur pour les autorités, entre odeurs nauséabondes et découvertes plus macabres les unes que les autres. D'autres têtes, des crânes, des organes et même des morceaux de corps entiers ont été retrouvés chez Jeffrey, qui a rapidement avoué tous ses crimes pendant son interrogatoire. Compte tenu de l'infamie de ses actes et de son comportement plus qu'étrange, la défense a tenté de plaider l'irresponsabilité durant le procès, mais il a finalement été jugé sain d'esprit et condamné à la prison à perpétuité. 3 ans après le début de son incarcération, Christopher Carver, un autre détenu diagnostiqué schizophrène, a soi-disant entendu la voix de Dieu qui lui commandait de tuer 2 autres prisonniers, dont Jeffrey Dahmer. Quand on lui a demandé d'aller travailler avec eux au gymnase de la prison le matin du 28 novembre 1994, il les a donc sévèrement battus avec une barre en métal dès que les agents correctionnels les ont laissés sans surveillance dans les vestiaires. Aucun des 2 détenus attaqués par Christopher n'a survécu à ces graves blessures et Jeffrey Dahmer est mort ce jour-là à l'hôpital à l'âge de 34 ans. Dans la liste des tueurs en série américains très médiatisés qui ont commis des actes atroces, John Wayne Gacy ne se trouve pas très loin derrière Ted Bundy et Jeffrey Dahmer. Actif dans les années 70, il attirait des adolescents et des jeunes hommes chez lui en leur proposant de l'argent ou un job dans son entreprise de construction. Et une fois dans sa maison, il prétextait parfois devoir leur passer des menottes pour leur montrer un tour de magie. Dans tous les cas, il assommait ses victimes, puis les ligotait, les torturait et les violait avant de les tuer par asphyxie ou strangulation avec un garrot. John a fait au moins 33 victimes, dont 26 ont été retrouvées enterrées dans le vide sanitaire de sa maison à Des Plaines, dans la banlieue de Chicago. Ce tueur-là, il a surtout marqué les esprits pour sa capacité à se fondre dans la masse pendant des années, parce qu'en plus d'être chef d'entreprise, il s'est marié, il a divorcé 2 fois, il a eu 2 enfants. Pour couronner le tout, il se déguisait en clown pour des collectes de fonds et des défilés, en plus de divertir bénévolement des enfants hospitalisés, et ce, à une époque où il était criminellement actif. C'est d'ailleurs ça qui lui a valu son surnom, The Killer Clown. On peut donc dire qu'il a vraiment réussi à tromper tout le monde pendant longtemps, et c'est finalement la disparition de Robert Priest, 15 ans, qui a mis la police sur sa trace. L'adolescent travaillait à la Nissan Pharmacy à Des Plaines, et il n'était visiblement pas très content du salaire qu'on lui versait. Résultat, quand il a entendu John dire à son employeur qu'il embauchait des jeunes qu'il payait bien mieux, il s'est tout de suite montré intéressé. Comme beaucoup d'autres avant lui, Robert l'a suivi chez lui et personne ne l'a plus jamais revu, mais par chance, des témoins l'avaient aperçu en compagnie du meurtrier juste avant sa disparition. Les enquêteurs ont été rapides et ils n'ont pas mis bien longtemps à remonter jusque John, vu qu'il a été appréhendé le 21 décembre 1978, soit seulement 10 jours après avoir tué sa dernière victime. Il a ensuite avoué tous ses crimes pour lesquels il a été condamné à la peine de mort. John Wayne Gacy a été exécuté en 1994 par injection létale à l'âge de 52 ans. Maintenant, dans un registre différent, mais tout aussi glaçant, abordons ensemble l'histoire de Richard Ramirez, de son vrai nom, Ricardo Leiva Munoz Ramirez. Ce tueur en série américain, surnommé The Night Stalker, a été actif au milieu des années 80 et il a commencé sa carrière criminelle en tant que simple cambrioleur en s'introduisant dans les habitations des gens, généralement à la nuit tombée, pour leur dérober de quoi acheter de la drogue. Très attiré par le satanisme, il a ensuite décidé d'aller beaucoup plus loin en accompagnant ses vols de torture, de viol et finalement de meurtre commis à l'aide d'objets qu'il trouvait sur place ou d'une arme à feu. Les profils de ses victimes étaient variés. Femmes et hommes, adultes et enfants, Richard était susceptible de s'attaquer à quiconque se trouvait dans le logement dans lequel il avait pénétré par effraction à l'instant T. Pendant 14 longs mois, il a littéralement terrorisé les habitants du Grand Los Angeles et plus tard ceux de la région de la baie de San Francisco, tuant au moins une 15aine de personnes. Heureusement, certaines des victimes de Richard Ramirez ont survécu à leur agression et elles ont pu donner une description détaillée de lui aux autorités, description qui a été largement diffusée et qui a permis son arrestation, mais pas seulement parce que le 31 août 1985, il a été reconnu dans une épicerie. Finalement, ce sont plus d'une dizaine de personnes qui l'ont pris en chasse, l'empêchant de prendre la fuite et le battant même un petit peu avant l'arrivée de la police. Richard est appréhendé à ce moment-là et le premier jour de son procès, il se fait remarquer en levant une main sur laquelle il avait dessiné un pentagramme avant de crier « Heil Satan » dans la salle d'audience. Il est condamné à la peine capitale en 1989, mais décède des suites d'un cancer en 2013 dans le couloir de la mort, à l'âge de 53 ans. Le sigle que je m'apprête à vous citer maintenant est presque plus connu que le véritable nom du tueur en série américain auquel il se rapporte, BTK pour Bind, Torture, Kill ou ligoter, torturer et tuer en français.
C'est ainsi que Dennis Lynn Rader s'est lui-même surnommé. Actif de 1974 à 1991, ce meurtrier particulièrement intelligent a glacé le sang des habitants de la ville de Wichita, au Kansas, pendant près de 2 décennies, et vous allez comprendre pourquoi. Généralement, BTK s'introduisait par effraction chez les gens, il les attachait avec ce qu'ils trouvaient dans leur logement, les torturait, puis les tuait en les étouffant avec un sac plastique, ou en les étranglant avec un garrot. Il volait parfois quelques objets personnels à ses victimes féminines en repartant, et il aurait tué au moins une dizaine de personnes. En 1974, BTK a commis un crime particulièrement violent, vu qu'il a décimé les 4 membres d'une même famille, incluant 2 enfants de 9 et 11 ans. Il est connu pour avoir beaucoup nargué la police et les médias, à qui il postait régulièrement des lettres dans lesquelles il donnait les détails sordides de ses meurtres, et ne manquait pas de souligner, en se moquant, que personne n'était capable de l'arrêter. Un excès d'orgueil qui a d'ailleurs fini par provoquer sa propre perte, parce qu'en 2004, après 13 ans d'inactivité, BTK a fait l'erreur de contacter à nouveau les enquêteurs en leur envoyant une disquette créée depuis un ordinateur de son église. Alors que l'enquête qui concernait ces meurtres était au point mort et était devenue un cold case, la police a pu remonter jusqu'à lui grâce à ça et l'arrêter en 2005. BTK a été condamné à plusieurs peines de prison à vie et à l'heure où j'écris cette vidéo, il a 79 ans et il se trouve toujours derrière les barreaux à l'isolement permanent pour sa propre sécurité. Poursuivons avec le dernier tueur en série de ce palier qui est en réalité une tueuse en série américaine, la seule femme de cet iceberg. Eileen Carol Wuornos, née Pittman, a eu une enfance difficile, marquée par des abus sexuels et une grande instabilité familiale, qui l'a incité très tôt à utiliser son corps pour obtenir ce qu'elle ne pouvait pas avoir autrement. Dès l'âge de 11 ans, elle échangeait des faveurs sexuelles contre des cigarettes, de la drogue ou de la nourriture, couchant même avec son propre frère. 3 ans plus tard, un ami de la famille l'a vue et elle est tombée enceinte, mais si elle est allée au bout de la grossesse, elle a abandonné l'enfant après sa naissance. L'année suivante, Eileen a été mise à la porte de chez elle par son grand-père, un prédateur sexuel violent et alcoolique. Elle a donc commencé à se prostituer pour pouvoir survivre dehors, une situation qui a en quelque sorte semé les graines de ce qu'elle a fait par la suite. C'est en novembre 1989 qu'elle a pris la vie d'un premier homme et en moins d'1 an, elle a fait 6 autres victimes en les abattant par arme à feu, mais elle n'a pas réussi à échapper à la police bien longtemps. Pendant sa période d'activité criminelle, Eileen était en couple avec une dénommée Tyria Moore et en 1990, la description des 2 femmes a été donnée aux autorités à la suite d'un accident de la route après lequel elles se sont enfuies. 6 mois après, la meurtrière a été appréhendée et sa compagne, qui l'a également été le lendemain, a accepté de témoigner contre elle en échange de l'immunité. Eileen a avoué tous ses crimes, mais elle a plaidé la légitime défense, affirmant qu'elle n'avait fait que sauver sa vie face à des clients agressifs qui l'avaient vu ou qui avaient tenté de le faire, une version qui, encore aujourd'hui, divise l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, elle a été condamnée à mort l'année suivant son arrestation et elle a été exécutée en 2002 par injection létale à l'âge de 46 ans. Bon, je vous l'avais dit, dans cette strate de l'iceberg, je vous ai parlé de tueurs en série dont la notoriété est telle que vous aviez forcément déjà entendu leur nom ou vu leurs photos. Passons à la strate suivante, où ça va être un petit peu moins le cas. Dans cette strate, on arrive au sommet de l'iceberg. On va donc parler de tueurs en série qui restent assez connus, même s'ils n'ont pas la même notoriété que ceux du premier palier. Cela dit, ils ont été tout aussi violents, mais parce qu'ils ont été moins médiatisés, ils sont plus connus des amateurs de true crime et un petit peu moins du grand public. Dans le précédent palier, je n'ai fait mention que de meurtriers américains, mais la donne change dès maintenant, parce que le premier de cette seconde strate est né en République socialiste soviétique d'Ukraine. Le pays faisait à ce moment-là encore partie de l'URSS et il se remettait à peine de l'Holodomor, la grande famine qui a tué plusieurs millions de personnes entre 1932 et 1933. Andrei Romanovich Chikatilo, surnommé le boucher de Rostov, a donc vu le jour à une époque où la vie était très difficile pour beaucoup de gens et il n'a par exemple pas mangé de pain avant l'âge de 12 ans. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, son père a été enrôlé dans l'armée rouge et il s'est retrouvé seul avec sa mère qui était dure et qui l'humiliait régulièrement. Pendant son adolescence, Andrei était d'une extrême timidité et un jour, il s'est rendu compte par accident que le fait qu'une fille se débatte pour se libérer de son étreinte, ça l'excitait beaucoup. Il souffrait d'impuissance chronique, un problème qui, au fil des années, a fini par faire le tour de son village. Alors, lassé d'être tourné en ridicule par tout le monde, il a déménagé près de Rostov-on-Don, en Russie, où il s'est marié et a eu 2 enfants. Mais ses pulsions perverses ont fini par prendre le dessus et sur les 3 postes d'enseignant qu'il a occupés, il en a perdu 2 pour avoir sexuellement agressé des élèves.
C'est le 22 décembre 1978 qu'il a commis son tout premier meurtre, en étranglant et en poignardant à mort une fillette d'à peine 9 ans. Après ça, tout s'est enchaîné et Andrei a pris la vie d'au moins 52 personnes supplémentaires en 12 ans. Il s'est attaqué à d'autres enfants, à des adolescents et à des adultes. La plus jeune de ses victimes avait 7 ans. Et pendant qu'il continue à tuer, les enquêteurs sont inlassablement partis sur de fausses pistes. Durant de nombreuses années, ils ont à tort concentré leurs recherches sur les criminels souffrant de troubles psychologiques graves, homosexuels ou déjà condamnés pour pédophilie. Pourtant, en 1984, plusieurs témoins avaient aperçu Andrei en compagnie d'un enfant de 10 ans retrouvé mort par la suite. Il avait même été interrogé après avoir été appréhendé pour des faits de frotteurisme. On lui a fait une prise de sang, mais son groupe sanguin ne correspondait pas à celui du meurtrier recherché, donc, malgré leur évidente ressemblance physique, il a été relâché. 8 ans plus tard, les zones où Andrei avait commis ses meurtres ont été placées sous surveillance accrue et le 6 novembre 1990, alors qu'il venait de tuer à nouveau, il a été repéré par un officier en civil. Ce dernier l'a approché en premier lieu à cause de son étrange comportement, puis, en le regardant de plus près, il a noté la présence de plusieurs petits détails suspects. Une blessure à l'un de ses doigts et une tache de sang sur sa joue. Cela dit, le policier n'avait aucune raison de l'arrêter à ce moment-là, donc il a dû le laisser partir, sans manquer de préciser tout ça dans le rapport qu'il a fait après. Un rapport qui a aidé les enquêteurs à assembler les différentes pièces du puzzle quand le corps de la dernière victime d'Andrei a été découvert une semaine après. Il a été arrêté le 20 novembre après 6 jours de surveillance et il a fait des aveux complets au cours de son interrogatoire, même si certaines de ses allégations n'ont pas pu être vérifiées. Pour son impressionnant nombre de meurtres ainsi que plusieurs agressions sexuelles, Andrei Chikatilo a été condamné à mort et fusillé en 1994 à l'âge de 57 ans. Le prochain tueur en série n'est pas américain non plus, mais il s'agit tout de même d'un anglophone, étant donné qu'il vient d'Angleterre. Les crimes commis par Peter William Sutcliffe, ou l'éventreur du Yorkshire, ont déclenché l'une des plus grandes et des plus coûteuses chasses à l'homme de toute l'histoire britannique, mais surtout, une impressionnante volée de critiques à l'égard de la police du West Yorkshire. Il ne s'en prenait qu'à des femmes, adolescentes ou adultes, et s'il en a tué 13, il en a attaqué au moins 7 autres qui ont survécu, malgré la violence des agressions subies. La première qu'on lui connaît date de 1969. Ce jour-là, Peter a suivi une prostituée qui entrait dans un garage et il l'a frappée à la tête à l'aide d'une arme de fortune, une pierre placée dans une chaussette. On ne sait pas pourquoi, mais la femme n'a pas porté plainte. Sa seconde attaque, 6 ans plus tard, a été encore plus violente. Il a cette fois utilisé un marteau pour porter ses coups, en plus de lacérer le ventre de sa victime avec un couteau, un procédé devenu par la suite sa marque de fabrique. La même année, il a agressé 3 femmes supplémentaires et l'une d'elles n'a pas survécu, faisant de Peter Sutcliffe un tueur en série en devenir. Ses victimes étaient essentiellement des prostituées. Il approchait en engageant une conversation tout à fait banale pour leur inspirer confiance, avant de commencer à les frapper soudainement. Pendant la durée de l'enquête, soit 5 ans, la police est partie plusieurs fois sur de fausses pistes et a même mis un certain temps à comprendre qu'un seul et même homme était le responsable de tous ces meurtres et de toutes ces agressions. Après ça, c'est entre autres le manque de coordination entre les différents services qui a compliqué les investigations. Ça, et le fait que tous les renseignements étaient conservés sur des feuilles volantes. Peter a été interrogé par la police pas moins de 9 fois, sans pour autant être appréhendé, alors même que l'un de ses amis leur avait signalé qu'il le trouvait suspect en novembre 1980. C'est au final une histoire tout à fait banale qui a provoqué son arrestation quelques mois plus tard, et c'est peu de le dire parce qu'il a suffi que le tueur en série fasse l'objet d'un simple contrôle routier. Peter était à ce moment-là en voiture avec une prostituée et son véhicule avait une fausse plaque d'immatriculation. Une chose en entraînant une autre, les autorités ont finalement connecté les points pendant sa garde à vue et 3 jours après, il est passé aux aveux. Pour justifier ses crimes, il a affirmé être l'outil de la volonté de Dieu et avoir entendu des voix qui lui ordonnaient de tuer des travailleuses du sexe qu'il considérait comme des pécheresses. Peter Sutcliffe a été condamné à la prison à perpétuité et c'est derrière les barreaux qu'il est mort le 13 novembre 2020 après avoir contracté le Covid à l'âge de 74 ans. Le tueur en série dont je viens de vous parler et celui dont je m'apprête à vous raconter l'histoire maintenant ont un point commun parce que leurs victimes avaient le même profil. Richard Francis Cottingham, surnommé The Torso Killer, a été actif à partir de 1967 et ce, jusqu'en 1980. Ce meurtrier américain ciblait essentiellement des prostituées dans les quartiers sombres de New York, notamment à Times Square, ce qui lui a d'ailleurs valu un second surnom, The Times Square Reaper ou l'éventreur de Times Square. Réputé pour son sadisme, Richard sollicitait ses victimes en les approchant de façon classique, généralement dans des bars, puis il les droguait, les emmenait dans des endroits isolés comme des motels ou des zones boisées.
Il lui arrivait aussi de rester dans sa voiture avec ses femmes, qu'il ligotait, qu'il bâillonnait, violait et torturait d'une manière particulièrement cruelle. Le tueur les mordait, les griffait sévèrement au niveau des mamelons et leur découpait les seins, d'où son premier surnom. Richard Cottingham avait pour habitude de demander à ce qu'on l'appelle maître et il menaçait ses victimes à l'aide d'une arme factice qu'il s'amusait à laisser à leur portée pour leur faire croire qu'elles avaient peut-être une chance de s'en sortir si elles arrivaient à s'en saisir. Mais évidemment, elles n'avaient aucune chance et il finissait par les poignarder avant de leur ôter la vie par strangulation ou par asphyxie, puis ils partaient en emportant parfois leurs mains ou leur tête, présumément pour empêcher toute identification. C'est en commettant une énième agression en mai 1980 que Richard a signé sa propre perte parce que des employés du motel dans lequel il avait ramené une prostituée l'ont entendu crier quand il a commencé à la torturer. Au cours de 3 procès différents, il est condamné à la prison à perpétuité pour 5 meurtres ainsi que 3 viols et agressions commises sur des victimes ayant survécu. Cela dit, il est impossible de dénombrer précisément le nombre de crimes dont il peut être tenu pour responsable parce qu'au fil du temps, Richard a multiplié les aveux ambigus, affirmant qu'il avait commencé à tuer dès l'adolescence. Les autorités n'ont pas pu tout vérifier, faute de preuves et parfois même faute de corps, mais au moins 18 meurtres ont pu être confirmés quand le tueur, lui, a parlé de près d'une centaine. C'est d'autant plus difficile de faire la lumière là-dessus que Richard Cottingham n'aurait pas tué qu'à New York, mais également en Floride, dans le Connecticut, en Pennsylvanie, dans le New Jersey et à Baltimore. Le meurtrier a aujourd'hui 77 ans et il est toujours derrière les barreaux à l'heure où je tourne cette vidéo. Le surnom du tueur en série suivant va peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous, parce qu'un film d'horreur est sorti en 1992, un film dont le titre était le même que le surnom donné à Dean Arnold Corll, Candyman. Il y a d'ailleurs eu une suite en 2021, mais je ne l'ai pas vue, ceci dit, je doute qu'elle soit aussi bien que l'original. Pour en revenir au meurtrier, c'est un Américain qui avait tout du voisin parfait, étant donné que sa famille a un temps possédé la Corll Candy Company, une fabrique de bonbons située à Houston Heights, et qu'il en distribuait gratuitement aux enfants et aux adolescents de son quartier. Mais tout ça n'était qu'une façade, vu qu'entre 1970 et 1973, Dean a pris de façon sordide la vie d'au moins 28 jeunes garçons, âgés de 13 à 20 ans. Et il n'a pas fait ça tout seul, il s'est fait aider de 2 complices, David Owen Brooks et Elmer Wayne Henley. Le premier avait 12 ans quand il a rencontré Dean en venant récupérer des bonbons gratuits et, de fil en aiguille, l'homme de 28 ans a gagné sa sympathie en lui donnant de l'argent et des cadeaux avant de commencer à abuser de lui. 3 ans après, c'est seul que le meurtrier a tué sa première victime, mais il n'a pas tardé à impliquer l'adolescent au départ de manière tout à fait fortuite. En décembre 1970, David a surpris Dean alors qu'il était en train d'agresser 2 jeunes attachés à un lit à baldaquin. Ce dernier a donc tenté d'acheter son silence en lui promettant de lui payer une voiture s'il ne disait rien. Son futur complice a accepté et il n'a parlé de ce qu'il avait vu à personne, pas même quand il a appris que les garçons aperçus plus tôt étaient morts juste après son départ. Dean a alors flairé là une opportunité en or, proposant à David de lui donner 200 $ à chaque fois qu'il arriverait à ramener un adolescent chez lui. Une fois encore, ça a marché, parce qu'au cours de l'année 1971, David en a attiré pas moins de 5. Des jeunes qui ont tous été drogués ou poussés à boire pour être plus dociles, puis attachés à un lit ou sur une planche spécialement construite à cet effet. Ils ont ensuite été battus, violés et torturés, parfois pendant plusieurs jours, avant d'être tués par strangulation ou par arme à feu. Au cours de cette même année, Elmer, un adolescent qui fréquentait le même lycée que David, est également entré dans son viseur, mais en y réfléchissant à 2 fois, il s'est dit qu'au lieu d'en faire la prochaine victime de Dean, il allait plutôt l'inciter à devenir son second complice. Dès l'année suivante, ça n'a donc plus été un, mais bien 2 adolescents qui aidaient un adulte à en tuer d'autres. Les meurtres se sont d'ailleurs enchaînés et les complices de Dean ont fini par faire plus qu'attirer les victimes, notamment Elmer, qui avait l'air d'y prendre lui-même un certain plaisir. Ironiquement, c'est ce dernier qui a mis un terme à ce chapitre sanglant de leurs existences, le 8 août 1973, suite à une confrontation avec l'homme qu'il assistait depuis plus d'1 an. Il a fini par l'abattre de plusieurs balles. Il s'agissait de légitime défense. Après ça, Elmer et David se sont d'eux-mêmes rendus à la police et ils sont passés aux aveux. Le premier a été condamné à la prison à perpétuité pour 7 meurtres, incluant celui de Dean, décédé à l'âge de 33 ans. Le second, quant à lui, reconnu coupable d'un seul meurtre, a malgré tout écopé de la même condamnation. Actuellement, seul Elmer, qui a maintenant 68 ans, est toujours en vie, David étant décédé à 65 ans en 2020, lui aussi après avoir contracté le Covid. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez sûrement déjà le tueur en série dont je vais vous parler maintenant et dont les crimes sont, pour une raison que j'ignore, quasiment passés sous silence outre-Atlantique.
Ils n'ont pourtant pas manqué de violence et on peut même dire qu'ils ont été exécutés avec une grande ingéniosité parce qu'Israel Keyes était particulièrement méthodique et calculateur dans sa façon de procéder. Il idolâtrait d'ailleurs Ted Bundy pour son approche et ses modus operandi très réfléchis. Israel Keyes voyageait beaucoup et il profitait de ses voyages pour se créer des caches à travers les États-Unis, des caches dans lesquelles il stockait des armes, des outils, de l'argent et diverses fournitures en prévision de futurs meurtres. Il a donc pu tuer des gens à des milliers de kilomètres de chez lui sans laisser la moindre trace. Et justement, il en a tellement peu laissé qu'à l'heure actuelle, il est toujours impossible pour les autorités de connaître le nombre exact de victimes qu'il a fait. Contrairement à beaucoup d'autres tueurs en série, Israel Keyes n'avait pas de profil cible et il s'attaquait à des gens qu'il repérait au hasard de ses déplacements, après les avoir étudiés au préalable pour passer à l'acte au moment le plus propice. Il a abattu, violé et tué ses victimes avec une rigueur quasi militaire. C'est finalement un manquement à une règle qu'il s'était lui-même fixée qui a causé sa capture, mettant fin à une quinzaine d'années d'activité criminelle. En effet, c'est en enlevant une jeune femme près de chez lui qu'Israel Keyes a permis aux enquêteurs de remonter enfin jusque lui. Le mystérieux tueur n'a pas attendu son procès et il a emporté ses secrets avec lui dans la tombe en se donnant la mort en prison à la fin de l'année 2012, à l'âge de 34 ans. Si vous voulez en savoir plus sur Israel Keyes, j'ai fait une vidéo complète et détaillée sur lui. Je vous laisserai le lien dans la description. Le surnom du tueur en série suivant va nous ramener temporairement à la pointe de l'iceberg parce que beaucoup l'ont comparé à Jeffrey Dahmer, une sorte d'équivalent britannique, le cannibalisme en moins. J'ai également déjà traité de cette affaire plus en détail, donc je ne m'attarderai pas sur l'histoire de Dennis Andrew Nielsen comme j'ai pu le faire sur d'autres, mais je peux vous assurer qu'elle vaut le détour. En effet, derrière ce fonctionnaire écossais à l'apparence banale se cachait un véritable monstre qui aimait dorloter les corps de ses victimes après les avoir tués avant d'en disposer, même s'il ne les mangeait pas. Tout comme Jeffrey Dahmer, et dans la même période que lui aussi d'ailleurs, il attirait des adolescents et des jeunes hommes vulnérables chez lui en leur promettant de l'alcool, de la nourriture ou un abri pour la nuit. Des choses basiques que beaucoup de ses victimes n'avaient pas la chance d'avoir. Une fois sous son toit, Dennis les droguait, les étranglait ou les noyait et il conservait leur corps pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, un laps de temps durant lequel il les lavait et les habillait. Il traitait les cadavres de ses victimes comme des compagnons, s'adonnant parfois à la nécro avant de leur retirer leurs organes internes et de les démembrer. De 1978 à 1983, Dennis a tué au moins une quinzaine de personnes et il s'est fait prendre d'une façon pour le moins inhabituelle vu que c'est en bouchant les canalisations de son appartement avec des restes humains qu'il a attiré l'attention de la police. Le tueur en série a été condamné à perpétuité pour ses crimes et il est mort derrière les barreaux en 2018 à l'âge de 72 ans. Comme c'est le cas pour Israel Keyes, je vous laisse le lien en description pour aller voir la vidéo complète. Nous sommes maintenant à la base de l'iceberg, la dernière strate qui nous sépare d'une plongée dans les eaux sombres et glacées. Les tueurs en série dont je vais faire mention maintenant sont encore moins connus que ceux que j'ai cités avant, et ils ont marqué les esprits par leur capacité à se fondre dans la masse et à échapper à la police, cachant parfois la monstruosité de leurs actes derrière des vies en apparence on ne peut plus normal. Le premier tueur en série de ce nouveau palier se nomme Patrick Wayne Kearney. Ses crimes, des plus atroces, lui ont valu le surnom de The Trash Bag Killer ou le tueur au sac poubelle. Perçu comme très intelligent par beaucoup de gens, cet Américain était ingénieur en aéronautique, il parlait couramment plusieurs langues et c'était un homme très curieux. De nombreuses sources rapportent que son QI aurait été de 180, mais impossible d'en avoir la certitude, il s'agit simplement de rumeurs. Patrick était assez entouré par des gens qui appréciaient particulièrement son ouverture d'esprit et sa culture générale, des qualités qui contribuaient à le rendre crédible dans son rôle de parfait monsieur tout le monde. Malheureusement, il n'en était en réalité rien et il éprouvait sous cape une haine viscérale à l'égard des homosexuels qu'il considérait comme inférieurs. Une opinion pour le moins malsaine, secrètement couplée à des pulsions meurtrières, il était tout autant. Il n'est donc pas très difficile de deviner à quel type de personne Patrick s'en est pris quand il a finalement cédé à ses pulsions, et ça avait peut-être un lien avec le fait qu'il n'osait pas assumer sa propre orientation sexuelle publiquement. Patrick a fait sa première victime en 1962, et c'est 5 ans plus tard qu'il a rencontré David Hill, un partenaire qui a tenu un rôle particulier dans cette affaire, et c'est peu de le dire vu que ce sont leurs disputes de couple qui ont amené le tueur à chercher de nouvelles victimes. Pendant les longues absences de son compagnon, qui avait besoin de prendre l'air après leur dispute, il sortait lui aussi et ciblait principalement des jeunes hommes, souvent des autostoppeurs ou des personnes rencontrées dans des bars fréquentés par la communauté gay. Patrick les emmenait à bord de l'un de ces 2 véhicules
les tuer à l'aide d'une arme à feu, puis il se garait ensuite dans un lieu isolé pour abuser de leur corps, parce qu'il s'avère qu'il était nécrophile et qu'il ne vivait pas ses victimes tant qu'elles étaient encore en vie. Avant de disposer des dépouilles, il les mutilait, parfois par curiosité, puis il les démembrait avec une scie à métaux et les jetait dans divers endroits tels que des canyons, des décharges ou le long des autoroutes, généralement dans des sacs de déchets industriels. C'est ce procédé qui lui a d'ailleurs valu son surnom de tueur au sac poubelle et qui a passablement compliqué les investigations parce que les corps des victimes de Patrick étaient souvent retrouvés dans un état de décomposition très avancé, rendant l'exploitation de preuves matérielles parfois impossible. Le meurtre qui a amené le tueur à sa perte a été celui de John Otis LaMay, un adolescent de 17 ans tué le dimanche 13 mars 1977. En fin d'après-midi, ce jour-là, ce dernier a dit à un voisin qu'il allait à Redondo Beach pour retrouver chez lui un dénommé Dave, croisé dans une salle de sport locale, un Dave qui n'était autre que David. Mais lorsqu'il est arrivé sur place, l'adolescent n'a pas trouvé celui qu'il cherchait parce qu'il était absent. Son compagnon lui a alors proposé d'attendre son retour avec lui en regardant la télévision, puis, sans crier gare, Patrick a sorti un pistolet et il a tiré une balle dans l'arrière du crâne de John. Il a ensuite disposé de son corps dans le désert, des restes qui ont été découverts à peine 5 jours plus tard. Le temps que la police découvre que le Dave avec qui la victime avait rendez-vous était en fait David Hill, le concubin de Patrick, ce dernier avait déjà tué à nouveau. Ce n'est que le 3 juin qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de chaque homme du couple. Ils ont pris la fuite ensemble, mais leurs proches ont réussi à les persuader de se rendre, et moins d'un mois après le début de leur cavale, ils ont été arrêtés. Les autorités ont déterminé que David n'était au courant de rien et il a été libéré. Patrick, quant à lui, a fait des aveux complets, admettant un total de 35 meurtres, même s'il n'a pu être inculpé que pour 28 d'entre eux, par manque de preuves matérielles concernant les 7 autres. La plus jeune de ces victimes avait 5 ans. Le tueur a été condamné à la prison à perpétuité pour ses crimes et à 85 ans, il est encore en vie actuellement. Il existe de nombreux scénarios dans lesquels de vraies chasses à l'homme, au sens propre du terme, sont organisées, des histoires dans lesquelles des gens sont capturés puis relâchés en pleine nature pour devenir les proies d'autres personnes. Vous avez peut-être même déjà vu un film ou lu un livre qui mettait en scène ce genre de chasse à l'humain. Eh bien, si vous en doutiez, dites-vous que ça a existé aussi en vrai, et c'est ce qui fait la particularité du tueur dont je vais vous parler maintenant. Pendant son adolescence, Robert Christian Bose Hansen a collectionné les difficultés. Il était d'une extrême timidité, il bégayait, et il souffrait d'une sévère acné qu'il a laissé marquer physiquement à vie. Son père était très dominateur et leurs relations ont été tendues pendant toute sa jeunesse. C'est en partie pour ça qu'il a commencé à pratiquer la chasse et le tir à l'arc, des activités qui représentaient pour lui une forme de refuge. Bien avant de commencer à tuer, Robert s'est illustré par son incapacité à gérer correctement ses émotions. En atteste le fait qu'il ait incendié un bus scolaire bien après la fin de ses années lycée pour prendre une revanche sur son impopularité de l'époque. Au cours des années suivantes, il a rencontré une femme avec qui il s'est marié et le couple s'est installé en Alaska, à Anchorage, une ville qui a vu naître leurs 2 enfants. L'épouse de Robert était institutrice et il avait lui-même sa propre boulangerie, c'est d'ailleurs son métier, couplé à la barbarie de ses actes, qui lui ont valu son surnom de Butcher Baker, le boucher boulanger. Robert était très apprécié de ses voisins, notamment des chasseurs, qui l'admiraient parce qu'il avait établi plusieurs records de chasse locaux, et c'est pour pouvoir pratiquer plus régulièrement son activité favorite qu'il a passé sa licence de pilote, puis acheté un petit avion. Et si vous vous demandez le lien de cause à effet, il se trouve qu'en Alaska, il existe énormément de zones aussi reculées que sauvages qui sont beaucoup plus facilement accessibles par les airs quand on ne peut pas y aller que de cette manière. À côté de sa vie apparemment normale, Robert se rendait régulièrement dans des maisons closes pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Mais ça a fini par ne plus lui suffire. En décembre 1971, il est arrêté pour avoir essayé d'enlever une jeune femme l'arme au poing et avoir violé une prostituée, 2 crimes qui lui ont valu une condamnation à 5 ans de prison, dont il n'a purgé que 6 mois. Le tueur a bien évidemment récidivé par la suite. Le problème, c'est qu'il était si bien vu et que son apparence était tellement irréprochable que même quand une autre de ses victimes a réussi à lui échapper, on l'a cru lui et pas elle. Le 13 juin 1983, Cindy Paulson, une prostituée de 17 ans, a été recueillie par un résident local alors qu'elle courait pieds nus et menottée dans une avenue d'Anchorage. Interrogée par la police, elle leur a révélé qu'un homme lui avait offert de l'argent pour ses services avant de l'enlever et de la violer sous la menace d'une arme, un individu qui a, par la suite, tenté de la faire monter de force dans son avion. La description qu'elle fait de son agresseur permet l'identification de Robert, mais ce dernier réussit à détourner la police de sa piste avec une excuse toute faite
et un alibi bidon fourni par l'un de ses amis. Mais en vérité, c'est surtout sa bonne réputation qui a permis à Robert de s'en tirer. Cindy a eu la chance de pouvoir s'en sortir, mais il a agressé une trentaine d'autres femmes et il en a tué 17, la première dès 1972. Il faut savoir qu'aucune certitude n'entoure ce chiffre parce que les autorités pensent en fait que Robert a commis au moins 21 meurtres. Des victimes qu'il suivait au préalable pour en savoir plus sur leurs habitudes, avant de faire en sorte qu'elles montent dans sa voiture, ce qui ne devait pas être très difficile vu qu'il s'attaquait principalement à des travailleuses du sexe. Après ça, Robert les forçait à se rendre chez lui sous la menace d'une arme, il les violait, puis les conduisait dans un endroit isolé en pleine nature pour leur rendre leur liberté, dans le seul but de les chasser, comme s'il traquait des proies. Puis, une fois qu'il s'était assez amusé, le meurtrier achevait les femmes à coups de couteau ou par balle. Heureusement, grâce à la persévérance de 2 enquêteurs et au témoignage de Cindy, un terme a pu être mis à cette folie le 27 octobre 1983, signant également la fin d'une intense enquête dans laquelle même le FBI s'était impliqué. Après son arrestation, Robert Hansen est passé aux aveux et il a été condamné à la bagatelle de 461 années de prison. Il a vécu jusqu'en 2014, s'éteignant derrière les barreaux à l'âge de 75 ans. Le prochain meurtrier de cette strate a, comme beaucoup d'entre nous, utilisé la technologie pour servir ses intérêts, à ceci près que les siens d'intérêt n'avaient pas grand-chose de respectable. En utilisant Internet lorsqu'il n'en était encore qu'à ses balbutiements, John Edward Robinson est devenu le premier tueur en série connu à avoir piégé ses victimes en ligne. Il se cachait d'ailleurs derrière le pseudonyme Slave Master, un choix pour le moins évocateur, que vous comprendrez quand vous connaîtrez son histoire. Cet Américain s'est montré inapte à suivre une scolarité normale dès son plus jeune âge, alors quand il a tenté d'obtenir un diplôme pour devenir radiologue, ça n'a pas très bien marché pour lui. John a abandonné l'université, il s'est marié et il a eu 4 enfants, mais en parallèle de cette vie familiale en apparence normale, il a développé un goût très prononcé pour l'argent mal acquis et plus particulièrement pour la fraude. En 1969, il a détourné pas moins de 33 000 $ du cabinet de radiologie où il s'était fait engager en présentant des diplômes falsifiés, et les 3 ans de mise sous probation dont il a écopé suite à ce délit ne l'ont pas calmé, bien au contraire. Dans les années qui ont suivi, John a enchaîné les fraudes et les productions de faux documents, tout en soignant son image auprès des gens de la ville. Il est devenu chef scout, coach de baseball et professeur de catéchisme. Il s'est même fait élire en 1977 homme de l'année par l'organisation de bienfaisance locale dont il faisait partie, sauf qu'il s'est octroyé lui-même ce titre en envoyant de fausses lettres à droite et à gauche et qu'il a ensuite organisé un déjeuner de remise de prix en son propre honneur. John ne reculait devant rien. Le criminel était un véritable caméléon qui mentait comme personne et qui n'avait pas son pareil pour manipuler les gens afin d'obtenir ce qu'il voulait. En 1984, John a créé 2 sociétés écrans frauduleuses et il s'est servi de l'une d'entre elles pour approcher sa première victime, qui cherchait justement un emploi. Il n'a pas attendu bien longtemps pour exploiter la vulnérabilité d'une autre femme parce que l'année qui a suivi, il a piégé une jeune mère de 19 ans qui vivait en foyer en lui proposant une chambre. Après l'avoir tuée, il a vendu sa fille de 4 mois à son propre frère et sa belle-sœur en leur fournissant de faux papiers d'adoption. Une fois la machine lancée, John a enchaîné les victimes tout en continuant ses manigances financières pour lesquelles il a d'ailleurs été condamné à quelques années de prison. C'est après sa sortie qu'il a découvert Internet ainsi que les facilités que ça pouvait lui apporter. Le tueur s'est pris au jeu et il a commencé à écumer les salons de discussion virtuels sous le pseudonyme Slave Master, se présentant comme un dominateur à la recherche de femmes sexuellement soumises. Une fois face à elles, il prenait parfois une identité qui correspondait au goût et aux besoins de ses victimes pour qu'elles baissent leur garde, devenant temporairement un riche homme d'affaires philanthrope ou encore un cœur à prendre prêt à se remarier. Seulement, si John était malin, comme beaucoup de tueurs en série, il est devenu de plus en plus négligent avec le temps, oubliant qu'il existait toujours une possibilité qu'il puisse se faire prendre, même si ça ne s'était jamais produit jusque-là. Parce qu'il était responsable de la disparition d'au moins 8 femmes, le nom du meurtrier était mentionné dans plusieurs dossiers d'investigation différents, ce qui, sans surprise, a fini par attirer l'attention des enquêteurs sur lui. En 1999, les autorités avaient déjà de forts soupçons à l'égard de John. Elles n'attendaient qu'un faux pas de sa part pour demander un mandat de perquisition et, l'année suivante, il leur a offert une opportunité parfaite sur un plateau d'argent. Une femme a porté plainte contre lui pour agression sexuelle et une autre l'a accusé d'avoir volé ses sextoys. Ah, ça fait plaisir d'avoir des belles morales dans des histoires comme ça. Si vous tuez des gens, ok. Par contre, si vous volez des sextoys à une femme, la police a profité de ces signalements pour fouiller la maison de John et y a très rapidement trouvé 2 corps en cours de décomposition. Ouais, c'est tout de suite beaucoup moins drôle.
Et d'autres macabres découvertes ont suivi dans le Missouri, où il louait des garages. Il est arrêté le 2 juin 2000 et condamné à la prison à perpétuité dans le Missouri, ainsi qu'à la peine capitale dans le Kansas, mais à maintenant 80 ans, il est encore dans le couloir de la mort, où il attend son exécution. Ceux d'entre vous qui connaissent déjà Gary Leon Ridgway savent que c'était un tueur en série particulièrement violent, mais surtout très prolifique, et on peut dire qu'il y a eu des signes avant-coureurs parce que, dès son enfance, il était atteint de tous les symptômes de la triade McDonald. Pyromanie, énurésie nocturne et cruauté envers les animaux, le meurtrier américain cochait toutes les cases, et à 16 ans, il a même poignardé un enfant de 6 ans, qui a heureusement survécu, simplement parce qu'il voulait savoir ce que ça faisait de tuer. Après le lycée, Gary s'est marié avec sa petite amie, mais cette union n'a pas tenu, tout comme son mariage suivant, des relations durant lesquelles il ne pouvait s'empêcher d'aller voir des prostituées. L'appétit sexuel de l'homme était insatiable, et son envie de donner la mort toujours plus présente au fond de lui. Alors, en 1982, il a commencé à tuer. La plupart des victimes de Gary étaient des travailleuses du sexe ou des femmes en situation de vulnérabilité, incluant un certain nombre de fugueuses mineures. Il les étranglait manuellement ou en utilisant des garrots, et il disposait de leur corps dans des zones boisées ou des zones envahies par la végétation. Cela dit, parfois il n'en restait pas là parce que, dans le but d'éviter d'avoir à chercher pour trouver une partenaire consentante, il lui arrivait de revenir sur les lieux pour abuser sexuellement des dépouilles. Gary ayant jeté les corps de ses 5 premières victimes dans la Green River, les médias l'ont surnommé The Green River Killer, et une unité spéciale, la Green River Task Force, a été créée par les autorités pour enquêter sur ces meurtres, dont le nombre est pour le moins impressionnant. Rien qu'en 1982, le meurtrier a tué 16 jeunes femmes et adolescentes, devenant un suspect dès l'année suivante aux yeux de ceux qui menaient les investigations, même s'il prenait quelques précautions pour ne pas se faire prendre. Il contaminait parfois volontairement les endroits où il abandonnait les corps, et il s'est aussi rendu plusieurs fois dans l'état de l'Oregon pour en disposer, juste pour éloigner la police de sa piste. Et pendant que les enquêteurs s'échinaient à essayer de lever le voile sur son identité, Gary, lui, continuait de commettre des meurtres, prenant la vie de 27 personnes supplémentaires en 1983. Au cours de l'année 1984, il a été questionné au sujet de la disparition de l'une de ses victimes et il a passé un test polygraphique avec succès. Encore une preuve que cette méthode n'est vraiment pas fiable parce qu'à la question « Avez-vous tué des femmes ?», Gary a répondu « Non », sans que le polygraphe ne bronche, alors pourtant qu'il venait récemment d'en tuer 2. En 1985, le tueur en série a rencontré une dénommée Judith Lynch et il a entamé avec elle une relation qui a visiblement représenté un tournant dans sa vie, vu qu'après ça, la fréquence de ses meurtres a drastiquement diminué. Sa petite amie, devenue sa 3e femme par la suite, ne regardait pas la télévision et elle a affirmé qu'elle n'avait même jamais entendu parler du Green River Killer avant que la police ne la contacte à ce sujet en 1987. C'est cette année-là que les autorités ont prélevé sur Gary un échantillon de salive et des cheveux, quelque chose qui ne menait pas forcément à une arrestation à l'époque, faute de technologie suffisante, mais qui a provoqué la perte du meurtrier quelques années plus tard. En 2001, le bond en avant effectué en matière de sciences médico-légales a permis d'obtenir un profilage ADN à partir des échantillons prélevés sur des victimes et conservés depuis 14 ans. Une correspondance a rapidement été trouvée. L'empreinte génétique de Gary et celle du Green River Killer, recherchée depuis 19 ans, étaient similaires. Une preuve qui a finalement permis l'arrestation tant attendue, que ce soit par les proches des victimes, par les autorités ou encore par la population entière de l'État de Washington, terrorisée par le tueur en série pendant des années. 2 ans après son placement en détention, l'homme a plaidé coupable de 48 accusations de meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes, écopant du même nombre de condamnations à perpétuité. Une 49e victime a été ajoutée à la liste un petit peu plus tard. Ces crimes ont essentiellement été commis entre 1982 et 1984, vu que sur ces 2 seules années, 45 femmes ont trouvé la mort. Considéré comme le second tueur en série le plus prolifique des États-Unis, Gary Ridgway est toujours en vie à l'heure actuelle et il a 75 ans. Si vous êtes intéressé par son histoire, le Cogiteur a fait une vidéo complète sur lui qui est vraiment bien. Je vous laisserai le lien en description. Et si je vous parle de celui qui occupe la 2e place de ce macabre classement, ça serait bizarre de ne pas vous en dire plus sur celui qui occupe la 1re place. Vous trouvez pas ? Parce que si le nombre de meurtres commis par Gary Ridgway vous a surpris ou choqué, vous risquez de l'être bien plus si vous ne connaissez pas déjà l'affaire Samuel Little. Ce tueur en série redoutable aurait été actif pendant 35 ans, entre 1970 et 2005, mais les autorités soupçonnent une période d'activité criminelle plus importante encore, qui se serait possiblement étendue de 1960 à 2012. Samuel a été attiré très tôt par tout ce qui touchait à la strangulation, et plus précisément celle des femmes,
une fascination malsaine qui a pris racine en lui quand il a vu sa maîtresse de maternelle se toucher le cou. Adolescent et totalement incapable de se sortir ce fantasme macabre de la tête, il collectionnait les magazines relatant les faits divers et principalement ceux qui parlaient d'étranglement. Dès le début de sa vingtaine, Samuel a rapidement mis un pied dans la criminalité, voire même carrément les deux, vu qu'il a été arrêté dans pas moins de 8 états différents pour s'être rendu coupable. Des crimes tels que conduite sous influence, fraude, vol à l'étalage, sollicitation de prostituées, vol à main armée, coups et blessures aggravées et... Beau palmarès. C'est à partir des années 70 que le tueur a commencé à commettre des meurtres, ciblant principalement des femmes vulnérables comme des travailleuses du sexe ou des toxicomanes. Il voyageait beaucoup, attirait ses victimes en leur promettant de l'argent ou de la drogue, puis il les étranglait, choisissant souvent des villes où il n'était pas connu, et ce qui lui permettait de disparaître sans laisser de traces. Les corps des femmes qu'il tuait étaient généralement retrouvés dans des zones isolées, ce qui compliquait les différentes enquêtes menées par les autorités, qui ont longtemps peiné à comprendre qu'un seul et même criminel était responsable de tous ces meurtres. Samuel Little a pourtant été arrêté, il a même été emprisonné plusieurs fois, y compris pour des agressions, durant la période pendant laquelle il était actif, mais la police ne réussissait pas à faire le lien. C'est d'ailleurs pour une toute autre raison que le tueur en série a été appréhendé en septembre 2012, vu qu'il a été arrêté par la police pour une affaire de drogue. Les officiers n'étaient au courant de rien concernant ces meurtres, mais cette arrestation l'a obligé à soumettre à un prélèvement ADN, et c'est ensuite la science qui a parlé, découvrant une correspondance entre son empreinte génétique et celle d'un suspect, recherché depuis bien longtemps pour avoir tué 3 femmes. Une accusation déjà lourde qui, sans mauvais jeu de mots, n'était pourtant que la pointe de l'iceberg parce que Samuel a officiellement été reconnu coupable de 60 meurtres. Seuls ces 60 meurtres ont pu être confirmés grâce à des preuves tangibles, mais il en a en tout avoué 93 et les autorités, si elles n'ont pas réussi à prouver l'existence de ces 33 autres, sont tout de même convaincus qu'il dit la vérité. Samuel Little a été condamné à la prison à perpétuité et après l'avoir tant donné, c'est derrière les barreaux qu'il a trouvé la mort en 2020 à l'âge de 80 ans. J'ai là encore déjà traité de cette affaire en vidéo, une affaire que je trouve vraiment passionnante, surtout la manière dont il a été amené à avouer. Vous savez où trouver le lien. Nous voilà arrivés dans les profondeurs, ça y est, on est passé sous l'eau et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne fait pas bon s'y baigner. Les tueurs en série dont je vais vous parler maintenant sont assez méconnus et leurs crimes ont été motivés par des fantasmes étranges, des croyances pour le moins spéciales ou des délires, une particularité qui les a rendus plus imprévisibles encore que d'autres meurtriers aux méthodes plus classiques. À partir de maintenant, je vais donner un petit peu plus de détails. Certains vont être graphiques et parfois concerner des crimes commis sur des enfants ainsi que sur des animaux. Donc, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous conseille de ne pas poursuivre le visionnage. Tout comme Gary Ridgway, Richard Trenton Chase a dès son enfance montré les 3 caractéristiques comportementales qui composent la triade McDonald, et ce dès l'âge de 5 ans. Il y avait peut-être dans sa famille un terrain génétique propice au développement de maladies mentales, vu que sa mère, Béatrice, souffrait apparemment de troubles psychologiques. Cela dit, il est impossible d'en avoir la certitude, ni même d'obtenir plus de précision parce qu'aucun diagnostic précis n'a été rendu public. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est décrite comme une femme instable, au comportement parfois erratique, qui manifestait des signes de paranoïa et qui accusait sans cesse son mari de lui être infidèle. Richard a en fait grandi dans un cadre familial assez toxique parce qu'en plus des conflits qui éclataient régulièrement entre ses parents et qui rythmaient littéralement leur quotidien, son père, dont il portait le prénom, était très sévère avec sa sœur et avec lui. Pourtant, malgré les difficultés qui existaient derrière la porte fermée de son foyer, ou même ses difficultés à lui, il ne manquait pas de popularité pendant son enfance, et à chacun de ses anniversaires, plusieurs dizaines de copains et de copines d'école faisaient le déplacement. Pendant son adolescence, en revanche, les choses se sont légèrement corsées, notamment parce que Richard a adopté un comportement de plus en plus bizarre avec le temps. En effet, il a un temps été persuadé qu'il faisait partie des James Younger, un gang de criminels américains créé par 2 frères, qui a été dissous en 1881. C'était donc bien avant la naissance de Richard, mais ça ne l'empêchait pas pour autant de coller des photos de sa propre tête sur celles de véritables membres et d'essayer d'en vendre aux gens comme si elles étaient vraies. Il dormait aussi parfois nu dans le salon familial avec le chauffage à fond et les fenêtres grandes ouvertes. Les lubies et les habitudes de Richard étaient pour le moins particulières et quand il a découvert qu'il était impuissant, ça n'a évidemment rien arrangé. Richard a commencé à se droguer, peut-être parce qu'il se sentait mal, seulement
Si prendre des substances psychotropes, c'est déjà très dangereux pour une personne qui n'a aucun trouble psychologique, pour quelqu'un qui en a, c'est encore pire. Richard consommait de la marijuana, du LSD, et il buvait beaucoup, donc sans surprise, les effets de son nouveau mode de vie n'ont pas tardé à se faire sentir. L'adolescent, encore plutôt populaire, qui avait même une petite amie, est devenu un jeune adulte assez renfermé à l'apparence négligée. Avec le temps, Richard a développé toujours plus de problèmes psychologiques, comme par exemple une hypocondrie, ainsi que des tendances paranoïaques qui lui ont pas facilité les choses socialement parlant. Il s'est par exemple fait virer d'une colocation parce qu'il se baladait nu devant les visiteurs et il s'enfermait dans sa chambre, soi-disant pour que personne ne puisse le surprendre, comme s'il craignait qu'on l'attaque en permanence. En 1972, les parents de Richard ont finalement divorcé. Il avait alors 22 ans et il ne s'entendait tellement pas avec sa mère qu'il a fini par être intimement convaincu qu'elle essayait de l'empoisonner. Peu de temps après ça, il s'est d'ailleurs attaqué physiquement à elle alors qu'elle tentait d'appeler la police après une énième dispute qui avait éclaté entre eux. Malgré tout, l'année suivante, Richard semble avoir réalisé que quelque chose n'allait pas chez lui et il a même demandé de l'aide en se présentant de lui-même aux urgences de l'American River Hospital. Il n'a passé que 2 jours dans l'aile psychiatrique de l'établissement, mais c'était visiblement assez pour que les médecins lui diagnostiquent une schizophrénie paranoïde aiguë, ainsi qu'une possible psychose induite par sa consommation de drogue. Après sa sortie de l'hôpital, Richard a commencé à prendre le traitement qui lui avait été prescrit et sa condition psychologique s'est améliorée pendant 2 ans. Malheureusement, sans qu'on ne sache précisément pourquoi, il a replongé et les conséquences de cette rechute ont été pour le moins dramatiques. Richard est devenu de plus en plus violent, il s'est mis à consommer de la viande crue et en 1976, il s'est injecté du sang de lapin dans les veines, ce qui lui a valu un retour à l'hôpital dans un état très préoccupant. Pendant que les médecins cherchaient d'où venait son problème, il se plaignait d'une faiblesse cardiaque et leur disait que son corps se décomposait. C'est cette année-là que Richard a commencé à développer une fascination morbide pour le sang, qui lui a d'ailleurs valu plus tard son surnom, le vampire de Sacramento. Il pensait en fait que sa vie dépendait de sa consommation de sang, qui devait prévenir sa désintégration. Après ça, il a commencé à tuer des oiseaux pour boire leur sang et à en prélever sur des chiens encore en vie à l'aide d'une seringue. Des actes déjà très inquiétants, mais ça s'est beaucoup aggravé quand sa mère a arbitrairement décidé de le sevrer de son traitement médicamenteux. Laissé en roue libre seul dans son appartement, Richard achetait des chiots, il les pendait avant de leur ouvrir l'estomac pour boire leur sang et manger leurs intestins crus. Finalement, le 29 décembre 1977, ce qui au fond était assez prévisible est arrivé, lassé des chiens, des chats, des lapins et autres, mais aussi très en colère contre sa mère, Richard a tué un père de famille de 51 ans en faisant feu sur lui depuis son véhicule avant de prendre la fuite. 2 semaines seulement après ce meurtre, un couple l'a surpris en plein cambriolage de leur maison, mais heureusement, ils ont réussi à le chasser sans qu'il ne leur fasse rien. Ils ont quand même eu le déplaisir de découvrir que l'apprenti voleur avait uriné et déféqué sur le lit et les vêtements de leur enfant, mais bon, vu ce qu'il a fait par la suite, on peut dire qu'il s'en tire vraiment à bon compte. C'est le 23 janvier 1978 que les crimes de Richard ont définitivement basculé dans l'horreur. Ce jour-là, il s'est attaqué à une femme de 22 ans, enceinte de 3 mois, qu'il a tuée en lui tirant 3 fois dessus. Dans la main, dans la joue et enfin dans la tête. Il a ensuite abusé sexuellement du corps tout en la poignardant à l'estomac et il a retiré plusieurs de ses organes, déplaçant certains de ceux qu'il avait laissés dans sa cavité abdominale, un petit peu comme s'il composait un puzzle. Puis, avant de quitter la maison de la jeune femme, Richard a coupé l'un de ses mamelons, bu son sang et il lui a fourré des excréments de chien dans la gorge. Il n'a attendu que 4 jours pour récidiver, faisant non pas une, mais 4 victimes qui se trouvaient dans la même habitation, le tout en état de semi-conscience. Richard a abattu un homme, une femme, ainsi que 2 enfants de 6 ans et 22 mois, avant de sévèrement mutiler les corps de plusieurs d'entre eux, dans le but de pouvoir plus facilement s'adonner à la nécrophilie, ainsi qu'au cannibalisme. Comme à son habitude, il a également bu le sang de ses victimes, et tout ça s'est produit alors qu'une fillette dormait encore dans la maison, une fillette qui est venu taper à la porte de la pièce dans laquelle se trouvait le meurtrier à son réveil. Heureusement, Richard ne l'a pas touché. Au contraire, très surpris par cette interruption, il a quitté les lieux précipitamment, emportant le corps mutilé de l'enfant de 22 mois qu'il a ensuite décapité pour manger des parties de son cerveau une fois de retour chez lui. Par chance, le tueur en série n'a pas eu le temps de commettre d'autres meurtres. En effet, si Richard était très dangereux, il était également dans l'incapacité manifeste de calculer quoi que ce soit ou d'effacer ses traces. Il laissait de nombreux indices et preuves derrière lui, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter sa piste extrêmement rapidement. Les autorités savaient qu'elles recherchaient un homme aux cheveux mi-longs qui portait souvent une parka de ski orange
Et après la diffusion de son portrait robot, une femme leur a immédiatement fait un signalement. C'était une camarade de lycée de Richard qu'il avait justement abordé dans la rue peu de temps après son deuxième meurtre, tout à fait par hasard. Seulement, il avait beaucoup changé depuis leur adolescence et sur le coup, elle ne l'avait même carrément pas reconnu. C'est en voyant son portrait robot qu'elle a compris de qui il s'agissait. D'ailleurs, sur le moment, cette rencontre l'avait mise très mal à l'aise parce que l'individu vécu de la fameuse parka de ski orange était sale et qu'en plus d'avoir un comportement bizarre, il avait du sang sur son t-shirt. Richard est arrêté le 27 janvier, juste après ses derniers meurtres. Il s'est montré peu coopératif avec la police, affirmant qu'il n'avait tué que des chiens et qu'il avait été piégé par les Italiens ou encore persécuté parce qu'il était juif, ce qui au passage était faux. Durant le procès qui a eu lieu en 1979, les déclarations du tueur en série ont été complètement lunaires, mais pas seulement les siennes. Il a par exemple dit qu'il n'avait pas tué qui que ce soit, juste quelques personnes, et sa mère, quant à elle, a blâmé le chien d'une des victimes en expliquant qu'il aurait dû la protéger de son fils. Au terme du procès, le jury a rejeté l'argument selon lequel Richard Chase n'était pas coupable pour cause de démence et l'a condamné à la peine capitale pour avoir commis 6 meurtres. Il n'a cependant jamais été exécuté parce qu'il s'est lui-même donné la mort en prison en 1980 à l'âge de 30 ans en prenant 36 fois la dose normale de l'un des médicaments qui lui avait été prescrit. Nouveau disclaimer, à partir d'ici, on atteint un nouveau palier dans l'horreur, mais celui-là ne doit pas vous faire peur, il va simplement s'agir de ma prononciation de certains mots. Je ne parle pas les langues, alors soyez indulgents, je vais essayer de faire au mieux. Anatoly Yemelianovitch Slivko, le prochain tueur en série de cette strate, est né en République socialiste soviétique autonome du Daghestan, l'actuelle République du Daghestan. Il est venu au monde quelques années seulement après Andrei Chikatilo et, tout comme lui, il a donc beaucoup souffert de la pauvreté et de la famine, l'Holodomor n'ayant pas affecté que l'Ukraine. Anatoly était un enfant intelligent mais solitaire et surtout très malade. Il avait une immunité assez faible, probablement entretenue par le manque de nourriture enduré par sa famille. Une famille qui d'ailleurs ne brillait pas par sa stabilité parce que son père était alcoolique et que ses parents se disputaient très souvent. Après avoir vu son lot d'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale, Anatoly a tenté, comme tout le monde à l'époque, de retrouver une vie à peu près normale dans la mesure du possible. Et ce faisant, il a très vite compris que l'école, c'était pas pour lui. Mais cette découverte n'a pas été la seule qu'il ait faite parce que durant son adolescence, il a aussi réalisé qu'il était homosexuel et, accessoirement, qu'il souffrait d'impuissance. Anatoly avait profondément honte de tout ça et il n'en a parlé à personne. Après avoir tenté d'entrer en vain à l'université, il est parti faire son service militaire et ça s'est pas très bien passé pour lui. Trop timide et soumis, il subissait régulièrement des brimades de la part de ses camarades de l'armée soviétique, dans laquelle il n'avait de toute évidence aucun avenir. Il a donc rapidement été renvoyé chez lui. Après ça, Anatoly s'est installé dans le kraï de Stavropol, une subdivision de la Russie, où il a trouvé un job de technicien téléphonique. Il s'est également marié avec une dénommée Lyudmila, mais sans surprise, au vu de sa véritable orientation sexuelle, cette relation ne le satisfaisait pas. Le couple a tout de même eu 2 enfants, mais après la naissance du second, mari et femme n'ont plus eu de relation sexuelle, ou en tout cas pas l'un avec l'autre. En 1961, la vie d'Anatoly a basculé quand il a été témoin d'un tragique événement, mais tout tragique qu'il ait été, ça s'est avéré pour lui être tout l'inverse. En fait, c'est même devenu une source de fantasmes pour le moins dérangeant. Cette année-là, un motocycliste ivre a fauché un groupe de piétons, blessant grièvement un adolescent qui a agonisé de longues minutes avant de perdre la vie sur le trottoir. C'est en entendant les râles de douleur de la victime qu'Anatoly a eu un orgasme extrêmement puissant, ce qui l'a convaincu qu'il ne devait plus réprimer son attirance pour les très jeunes hommes. Le même jour, il a également obtenu la confirmation du fait qu'il voulait en voir d'autres agoniser, voire mourir, et accessoirement, il était fétichiste des pieds masculins en apercevant du sang sur les chaussures de l'adolescent mort. Quelques mois après avoir été témoin de l'accident, Anatoly a créé un club à Nevinomisk, soi-disant pour encourager les jeunes garçons des environs à participer aux activités du mouvement des pionniers, une sorte d'équivalent des scouts dans les pays communistes. Mais la réelle motivation qui se cachait derrière cette initiative n'avait en fait rien de louable, vu qu'elle permettait à un hébéphile, un homme attiré par les adolescents, d'en approcher un grand nombre tout en gagnant leur confiance. Anatoly a d'ailleurs dû créer un second club nommé Chergit parce que le premier avait brûlé, un incendie d'origine criminelle qui a supposément été allumé par un garçon dont il avait abusé. Pourtant, les parents des jeunes du coin, eux, étaient ravis. On proposait à leurs enfants des activités variées et intéressantes et, de fait, ils étaient trop occupés pour penser à s'attirer des problèmes.
Tout le monde a salué la grande implication d'Anatoly dans la gestion de Cherguide, y compris les journaux locaux, certaines émissions de radio et même les responsables locaux du Parti communiste. Dès 1963, l'homme dont on faisait publiquement les louanges a mis au point un plan conçu pour lui permettre d'éprouver à nouveau le plaisir ressenti en voyant l'adolescent mourir dans l'accident 2 ans plus tôt. Le tout a été calculé pour lui permettre d'être discret tout en faisant en sorte que ses victimes soient consentantes. 1 voire 2 fois par an, un jeune de la même tranche d'âge que le garçon décédé, qui devait également être habillé de façon similaire, était sélectionné pour être pendu puis ranimé. Anatoly ne disait évidemment pas la vérité à l'adolescent choisi, non, il lui racontait que la pendaison serait faite de manière entièrement contrôlée et qu'elle était nécessaire pour étirer sa colonne vertébrale et pour stimuler sa croissance. Le jeune pensait en fait qu'il devait jouer la scène d'un partisan exécuté par des soldats nazis, un petit peu à la manière d'une pièce de théâtre. Une fois sa future victime convaincue et le moment venu, il l'anesthésiait à l'éther, lui passait le nœud coulant autour du cou et la déshabillait avant d'abuser sexuellement de son corps. Après ça, il plaçait le garçon dans une position suggestive et il se masturbait à plusieurs reprises, souvent sur ses chaussures, une scène tout bonnement affreuse qu'Anatoly filmait en intégralité à chaque fois. Et si je dis à chaque fois, c'est parce qu'en 22 ans, il a réussi à persuader 43 adolescents de se livrer à cette pratique, des victimes qui, une fois ranimées, n'avaient même pas conscience du fait qu'elles avaient subi des abus. Mais là, je parle des jeunes qui ont eu la chance de survivre parce que 7 d'entre eux, qui avaient entre 12 et 15 ans, ont été tués durant ces expériences perverses. Parfois incapable de brider ces fantasmes macabres, Anatoly a démembré leur corps pendant qu'ils étaient inconscients, les a parfois recomposés pour pouvoir se masturber, puis les a aspergés d'essence avant de les brûler. Après avoir tué l'une de ses victimes, il conservait systématiquement ses chaussures coupées en 2, en souvenir, et il utilisait toutes les images capturées pour se masturber jusqu'à ce qu'il ne puisse plus réfréner ses pulsions meurtrières. Ironiquement, en 1977, Anatoly a été élu député du conseil municipal et il a même reçu le titre de professeur honoraire de l'Union soviétique alors qu'il avait à ce moment-là déjà commis plusieurs dizaines d'agressions sexuelles et au moins 5 meurtres. Par chance, la mère d'un des adolescents de 13 ans, tué le 23 juillet 1985, a fait preuve d'une grande persévérance après sa disparition. Les autorités avaient rapidement arrêté d'enquêter, persuadées que son fils avait simplement fugué, mais elle s'est entêtée, convaincue qu'Anatoly, qui affirmait n'être au courant de rien, était un menteur. Elle a questionné tous les membres du club jusqu'à découvrir l'existence de ces étranges scènes de pendaison et elle a tout rapporté à la police qui a décidé de relancer les investigations. 5 mois plus tard, des perquisitions ont eu lieu chez Anatoly ainsi que dans les locaux de Cherguide et dans une chambre noire fermée à clé située dans sa maison. Toutes les photos et les vidéos qu'il avait conservées ont été retrouvées. Mais d'autres preuves hautement incriminantes ont été découvertes comme de nombreux couteaux, des haches, des bobines de corde et autres tuyaux en caoutchouc, ou encore des paires de chaussures appartenant au garçon qu'il avait tué. Le procès du meurtrier s'est ouvert en 1986 et il a plaidé non coupable des 7 meurtres dont il était accusé, affirmant que les morts de ses victimes étaient toutes accidentelles. Il est à noter que quand Anatoly a été interrogé, on l'a questionné au sujet d'un autre tueur en série, également recherché par la police russe à ce moment-là, Andrei Chikatilo. Cela dit, il n'a pas pu aider les enquêteurs à le coincer et au tribunal, il a été condamné à la peine capitale, puis exécuté 3 ans plus tard, en 1989, d'une balle dans la tête, à l'âge de 50 ans. C'est peut-être parce qu'il est originaire d'Asie du Sud-Est que ce tueur en série a été beaucoup moins médiatisé que d'autres à l'échelle mondiale. Pourtant, il a commis un nombre impressionnant de crimes d'une façon encore plus horrible que certains meurtriers qu'on connaît tous. Ahmad Suradji a vu le jour en Indonésie, dans la province de Sumatra du Nord, et on peut dire qu'il a très tôt baigné dans un univers empreint de mysticisme, parce que son père, Yorgan, était un sorcier, ou plutôt un dunkun, comme les appellent les locaux. Et si pour vous qui regardez cette vidéo, tout ça peut sembler assez abstrait, voire même un petit peu décalé, dans certains pays asiatiques et africains, les dukuns ou chamans font partie du paysage, et ils s'imposent comme des sortes de médecins traditionnels qui ont cependant parfois d'autres cartes dans leurs manches. Le Kamus Besar Bahasa Indonesia, le dictionnaire indonésien officiel, les décrit comme des guérisseurs qui soignent les gens malades, mais qui jettent aussi des sorts. Une définition qui regroupe en réalité 2 catégories de dukuns bien distinctes, les dukuns blancs ou dukuns puti, qui conseillent les gens et soignent les malades à l'aide de plantes médicinales et de prières, et les dukuns noirs ou dukuns hitam,
qui pratique aussi la sorcellerie dans un but qui n'est pas toujours très louable. Pour ceux qui y croient, et surtout pour ceux qui ont les moyens de s'offrir leurs services, il est clair que la vitrine de ces derniers est très alléchante. Il existe une multitude de sorts qui peuvent être jetés pour aider à conquérir ou à garder le cœur de quelqu'un, ou, au contraire, dans le but de lui nuire, mais aussi pour gagner en beauté, en richesse, ou avoir des pouvoirs spéciaux, entre autres. Les rituels vaudous font eux aussi partie des prestations proposées par les Dokunitam, qui n'assument pas tous leur pratique de la sorcellerie publiquement. Certains n'hésitent pas à se faire passer pour des Dokun Putti et ne changent de discours que quand on leur agite un petit billet sous le nez. Cela dit, quoi qu'ils fassent, ils ne sont jamais mis officiellement au banc de la société, vu que la frange de la population qui n'a pas recours à leur service a généralement quand même assez peur d'eux. Voilà pour le contexte. Pour en revenir à Ahmad, il n'a malheureusement pas connu son père parce que ce dernier est mort quand il n'était encore qu'un bébé. Cependant, il a reçu tous ses livres en héritage, et pas n'importe lesquels, vu que Yorgan était un Dokum Itam. L'homme pratiquait la magie noire et, à l'âge de seulement 12 ans, son fils avait déjà lu chacun de ses ouvrages plusieurs fois, devenant à son tour littéralement fasciné par la sorcellerie. Ahmad a eu une adolescence pour le moins compliquée, il ne s'entendait pas avec sa mère, ce qui le poussait à fuir régulièrement la maison, mais il a également eu assez tôt tendance à aimer contourner la loi. À seulement 19 ans, il a été arrêté pour vol et comportement violent, et il a été condamné à 10 ans de prison, mais juste après sa libération, il a récidivé en dérobant des animaux de ferme à un agriculteur. À la suite de sa seconde incarcération, Ahmad est devenu cultivateur de canne à sucre et il a épousé 3 sœurs à qui il a fait au total 9 enfants. Oui, il avait 3 femmes, mais en Indonésie, la polygamie est légale et chaque homme peut en avoir jusque 4 s'il remplit certaines conditions. Aujourd'hui, bien qu'autorisé, c'est tout de même assez mal vu, mais dans les années 70, la mentalité des gens était tout autre. Après ses mariages, Ahmad, toujours fasciné par la magie noire, est devenu un Dokumitam en parallèle de son travail de cultivateur, et il s'est rapidement taillé une solide réputation parmi les locaux. Certaines personnes disaient même qu'il était capable de déplacer les nuages et d'empêcher la pluie. De nombreuses personnes venaient le voir en espérant pouvoir profiter de ses services, dont une majorité de femmes qui entrevoyaient en ce chef spirituel un espoir de trouver la bonne fortune ou la possibilité d'arriver à préserver leur beauté. Le problème, c'est qu'au-delà de sa pratique de la sorcellerie, Ahmad souffrait de toute évidence de sérieux troubles psychologiques sur lesquels je ne peux pas vous donner beaucoup plus de détails vu qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. C'est en 1986 que tout a basculé quand Ahmad a fait un rêve pour le moins malsain qu'il a malheureusement pris au pied de la lettre. Un rêve dans lequel son père, revenu sous forme fantomatique, lui ordonnait de boire la salive de 70 jeunes femmes décédées pour devenir Sakti Mandraguna, un être très respecté, capable d'accomplir des choses extraordinaires grâce à son pouvoir surnaturel d'une grande puissance. Attiré par cette perspective plus qu'alléchante, le sorcier s'est néanmoins rapidement rendu compte que mettre ce plan à exécution risquait de lui prendre un certain temps, pour ne pas dire de très nombreuses années. Parce que, attendre que 70 femmes de la bonne tranche d'âge meurent naturellement pour aller récupérer leur salive, ça peut prendre un certain temps. Du coup, le Dokun a décidé d'accélérer un petit peu le processus en les tuant lui-même. Et le fait que de potentielles victimes se présentent chaque jour à sa porte a probablement joué un rôle dans la prise de décision d'Ahmad, d'autant plus que ses clientes étaient généralement trop gênées pour dire à leurs proches où elles se rendaient quand elles venaient le consulter. Entre 1986 et 1997, l'homme a donc tué 42 adolescentes et jeunes femmes qui avaient entre 11 et 30 ans, en exécutant des rituels macabres. Ahmad enterrait ses victimes encore vivantes dans le sol jusqu'à la taille, dans un champ de canne à sucre qui se trouvait près de chez lui, après quoi il les étranglait, récoltait leur salive pour la boire et finissait de les ensevelir. Les têtes des femmes devaient être tournées en direction de la maison du Dokun, un détail pour le moins morbide, censé lui donner encore plus de pouvoir quand il aurait atteint son objectif. Et si vous vous demandez comment les épouses d'Ahmad ont pu passer à côté de ça, sachez que ça n'a évidemment pas été le cas. Elles étaient toutes les 3 ses complices et elles l'aidaient même à accomplir les rituels. C'est le 24 avril 1997 que Sri Kemala Dewi, 21 ans, s'est rendu chez Datuk, l'un des surnoms du sorcier, devenant sa dernière victime, mais aussi celle qui a finalement permis son arrestation. Après leur rendez-vous, la jeune femme n'est pas rentrée et son corps a été retrouvé 3 jours plus tard dans le fameux champ de canne à sucre, mais par chance, elle était allée chez Ahmad en pouce-pouce. Quand la nouvelle de la mort de Sri s'est propagée, le tireur du pouce-pouce est allé dire à sa famille ainsi qu'aux autorités où il l'avait déposée avant qu'elle ne disparaisse. Quelques jours plus tard, des policiers sont donc allés rendre une petite visite à Ahmad, qui a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec la mort de la victime,
Mais bon, sachant que son sac à main, sa robe et son bracelet se trouvaient chez lui, sa crédibilité est rapidement devenue inexistante. Le sorcier a été arrêté le 30 avril et il a finalement avoué avoir commis le meurtre, tout en précisant que dans le champ de canne à sucre, où le corps de Sri avait été découvert, il y en avait 41 autres. Ces 3 femmes ont également été appréhendées, accusées de l'avoir aidé à tuer ses victimes et à disposer de leurs restes, mais seule l'une d'entre elles, une dénommée Toumini, a été gardée captive et jugée. Le procès d'Ahmad a débuté 8 mois plus tard et il a été reconnu coupable des 42 meurtres, puis condamné à mort par fusillade. Cela dit, il n'a été exécuté que 11 ans après, en 2008, à l'âge de 59 ans. Toumini a, de son côté, écopé de la même sentence que son époux, mais cette dernière a finalement été commuée en peine d'emprisonnement à perpétuité. Le dernier tueur en série de cette strate est originaire du Japon. C'était un maître de la manipulation particulièrement perfide, et ces crimes sont si atroces que la plupart des médias japonais ont tout bonnement refusé d'en faire la description. Pour l'histoire qui arrive, accrochez-vous et soyez attentifs, parce qu'il y a beaucoup de protagonistes avec des noms tous plus compliqués les uns que les autres, donc si vous n'êtes pas attentif, vous allez rapidement être largué. Futoshi Matsunaga est issu d'une famille plutôt aisée et il a grandi à Yanagawa, une ville située dans la préfecture de Fukuoka. Très tôt, il s'est démarqué des autres enfants de son âge parce qu'il était beau, d'une intelligence supérieure et surtout très charismatique. Cela dit, sa personnalité en apparence modèle avait une autre facette qui s'est rapidement révélée problématique lorsqu'il a grandi, notamment à cause de sa propension à mentir et à déformer les faits. Après la fin de ses études secondaires, Futoshi s'est marié, il a eu un fils, puis il a transformé l'atelier qui lui avait été légué par son père en magasin de futons, et on peut dire qu'il n'était pas l'employeur le plus aimable. Des rapports ont accusé le patron du commerce d'avoir maltraité ses salariés en leur envoyant des décharges électriques et en leur criant des choses insensées qui avaient parfois un rapport avec la religion, mais ça n'est pas tout. En utilisant sa société comme couverture, Futoshi a réussi à arnaquer et à faire chanter plusieurs personnes, obtenant la coquette somme de 180 millions d'yens, soit à peu près 1 million d'euros. Il était en réalité profondément malhonnête, et ce à tous les niveaux. C'est d'ailleurs sa femme qui a été la toute première victime de ces malversations, vu qu'il a eu des liaisons extra-conjugales pendant toute la durée de leur mariage. En 1982, Futoshi a pris pour maîtresse une dénommée Junko Ogata, qui était l'une de ses camarades de classe pendant leurs années lycée. Cette professeure d'école maternelle, décrite comme plutôt gentille et attentionnée, a peu à peu changé quand elle a renoué avec celui qui est devenu son premier compagnon. Quand elle s'est mise avec Futoshi, Junko était toujours vierge, mais en apprenant qu'elle avait eu quelques rendez-vous avec d'autres hommes auparavant, il est devenu fou de jalousie et extrêmement méchant. La jeune femme a, par exemple, dû lire un vieux journal intime devant lui et il l'a battue en l'interrogeant sur ses expériences passées, avant de la brûler avec une cigarette allumée. Mais les maltraitances ne se sont malheureusement pas calmées par la suite et affaiblis par le stress physique et émotionnel, Junko s'est un jour évanouie à l'école où elle travaillait avant de finalement tenter de sauter la vie chez ses parents. Après tout ça, Shizumi, la mère de la jeune femme, a commencé à être vraiment inquiète pour elle et forcément, elle était loin de voir sa relation avec Futoshi d'un très bon œil. Alors, quand en 1984, il a manifesté le souhait d'épouser Junko, elle s'y est immédiatement opposée, convaincue que de toute façon, il ne quitterait jamais sa première femme. Agacé de voir Shizumi contrecarrer ses plans, Futoshi a demandé à la voir en privé l'année suivante pour discuter calmement de tout ça, mais il l'a finalement emmenée dans un hôtel et l'a violée. Junko n'en a jamais rien su et peu après, son compagnon l'a convaincu d'emménager avec lui en lui faisant croire que sa mère avait tenté de le séduire et que sa famille l'a détesté à cause de sa tentative de suicide. Futoshi était certes un maître de la manipulation, mais ça ne lui a cependant pas permis de passer indéfiniment sous les radars de la police, parce qu'en 92, les autorités ont finalement remarqué l'étendue de ses escroqueries. Ils ont ajouté son nom à la liste des personnes les plus recherchées du Japon, l'obligeant à prendre la fuite avec Junko. Futoshi a dû trouver une autre façon de se faire de l'argent, il a donc décidé de faire croire à Shoko Shianzi, elle aussi rencontrée à l'époque du lycée, maintenant mariée et mère de 3 enfants, qu'il l'aimait. Tirant habilement les ficelles, comme à son habitude, le voleur l'a persuadé que sa compagne était en fait sa sœur et qu'il fallait qu'elle quitte son mari pour qu'il puisse l'épouser. La femme s'est exécutée et en 93, elle a emménagé chez le couple avec sa fille d'1 an, mais quelques mois seulement après son installation, l'enfant est décédé après avoir reçu un choc à la tête. Futoshi a dit à sa mère qu'elle était tombée d'une chaise sur laquelle elle était montée et 6 mois après, c'est le corps de Shoko qui a été retrouvé dans une rivière, mais l'enquête a conclu qu'elle était morte par noyade, malgré pourtant une drôle de coïncidence.
Pendant qu'elle habitait avec Junko et Futoshi, la mère de famille a été allégée de pas moins de 11,8 millions de yens qu'elle avait été poussée à emprunter. Plus tard, au cours de l'année 94, Futoshi a rencontré Kumio Toraya, un homme de 34 ans qui élevait seul Kiyomi, sa fille de 9 ans. Ce père célibataire, qui a fini par lui faire confiance parce qu'il le croyait honnête, lui a donc dit beaucoup de choses, dont une information cruciale. Il a révélé à Futoshi qu'il avait un casier judiciaire et ce dernier s'est bien évidemment empressé d'utiliser ça à son avantage en le faisant chanter pour qu'il ne soit plus en mesure de lui refuser quoi que ce soit. Il est même parvenu à pousser Kumio à écrire une lettre d'aveu concernant des crimes qu'il n'avait pas commis, des écrits dont il s'est servi pour lui soutirer de l'argent. En janvier 96, Futoshi et Junko ont emménagé chez le père et sa fille, transformant littéralement leur vie en un véritable enfer. Ils ont été retenus captifs dans leur propre logement, enfermés tous les deux dans une petite pièce sans possibilité d'en sortir, et Kumio subissait régulièrement des séances de torture. Futoshi et Junko le battaient et l'affamaient, lui envoyaient des décharges électriques dans le corps et le forçaient à manger ses propres excréments. Kumio s'est éteint après avoir subi cet atroce traitement pendant un long mois et sa fille de 9 ans a dû démembrer son corps, puis disposer de ses restes seule, en s'entendant répéter qu'elle était responsable de sa mort. Futoshi avait de toute façon, comme d'habitude, tout calculé. Quand son père était encore en vie, il avait forcé l'enfant à le mordre et lui avait fait écrire une lettre dans laquelle elle avouait l'avoir tué, photo des traces de morsure à l'appui. Kiyomi était donc convaincue qu'il existait une preuve qu'elle avait commis le meurtre et dès lors, elle a été retenue captive. Et si vous pensez que tout ça était déjà horrible en soi, ça n'est pas terminé parce que Futoshi et Junko ont également détruit une autre famille très peu de temps après. Une amie de Kumio qui vivait avec sa fille de 3 ans a été contrainte de donner tout son argent aux deux meurtriers après qu'il les ait torturés tous les deux. Par chance, la femme a pu s'enfuir en sautant par une fenêtre et peu de temps après, son enfant a été déposé devant chez son ex-mari, mais la victime est sortie lourdement traumatisée de cette expérience. Après le meurtre de Kumio et la fuite de son ami en 97, Futoshi s'est à nouveau retrouvé en manque de fonds, ce qui l'a passablement agacé. Il a donc demandé à Junko de quémander de l'argent auprès de ses proches, mais ils ont tous refusé. Lassée de tout ça, elle a trouvé un emploi d'hôtesse de bar à Youthwin et elle en a profité pour prendre la fuite. Futoshi a donc appelé sa famille pour les menacer et il a fait chanter Shizumi en affirmant qu'il allait tout révéler au sujet du viol survenu en 85 si une solution n'était pas trouvée très rapidement pour pousser Junko à revenir. L'idée d'organiser des fausses funérailles pour le meurtrier a donc été évoquée et mise en place. Et ça a marché. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Junko est rentrée pour faire ses adieux à Futoshi, qu'elle a trouvé bien vivant, prêt à l'enfermer dans l'appartement de Kumio, elle et plusieurs membres de sa famille, parce que tout comme il contrôlait sa compagne, il a commencé à contrôler sa mère, Shizumi, son père, Takashige, et sa sœur, Rieko. Tous les trois venaient à l'appartement chaque jour, ils n'en partaient que quand Futoshi les y autorisait, et quand ils étaient là, c'était lui qui leur dictait leurs moindres faits et gestes. Ils ont rapidement fini par se retrouver eux aussi captifs, tout comme l'étaient déjà Junko et Kiyomi. Ceux qui obéissaient à Futoshi étaient récompensés, les autres étaient torturés par un autre membre de la famille en guise de représailles. Il leur faisait boire de l'alcool de grain pour gagner leur confiance et les pousser à s'ouvrir, puis il utilisait leur confidence pour les monter les uns contre les autres. Futoshi usait de techniques plus perverses les unes que les autres pour les maintenir sous son emprise en permanence, en poussant par exemple Takashige à changer la tuyauterie de la salle de bain du logement de Kumio. L'homme étant mort dans l'appartement, il a pu faire croire au père de famille qu'il était devenu complice de son meurtre en faisant la plomberie à l'intérieur. Junko a, de son côté, tenté à nouveau de s'enfuir pour se rendre dans la forêt Aokigara, près du mont Fuji, pour se supprimer, mais elle n'a pas eu l'occasion d'arriver là-bas. Elle a été rattrapée par Kiyomi, brisée et complètement sous la coupe de Futoshi, un homme d'une cruauté sans nom, qui ne s'est d'ailleurs pas arrêté là. En manipulant et en torturant tout le monde psychologiquement comme physiquement, à la manière d'un gourou de secte, il a petit à petit décimé presque toute la famille Ogata en les poussant à s'entretuer. Quand Kazuya, le mari de Rieko, s'est à son tour également trouvé dans l'appartement en cherchant sa femme, Futoshi l'a convaincu d'y rester et même d'y emmener leurs 2 enfants, Aya, 10 ans, et Yuki, 5 ans. Ensuite, les meurtres ont commencé. Junko a tué son père en l'électrocutant en décembre 1997, puis, un mois après ça, c'est sa mère qui est décédée, étranglée par Rieko et son mari. Kazuya l'a ensuite tuée, elle, avec l'aide de leur fille Aya, avant de mourir d'épuisement et de faim, enfermée dans la salle de bain,
en avril 1998. L'enfant de 10 ans qui avait dû tenir les jambes de sa mère pendant que son père l'étranglait a ensuite assisté Junko quand elle a pris la vie de Yuki, son frère de 5 ans. C'est finalement Kiyomi qui a fermé le bal des meurtres en tuant Aya en juin 1998. Tous les corps ont été démembrés, puis le couple de meurtriers a fait bouillir les restes et les a jetés aux toilettes ou dans la mer. 6 meurtres ont eu lieu en l'espace de 6 mois et en août 2001, Futoshi a réussi à convaincre une femme de lui laisser ses jumeaux et 20 millions d'yens pour qu'il puisse les élever avec Junko. Kiyomi, qui était, elle, toujours retenue captive, a tenté de s'échapper une première fois le 30 janvier 2002, mais son bourreau l'a retrouvée et sévèrement torturée pour la punir. Par chance, le 6 mars suivant, l'adolescente de 17 ans a trouvé le courage de faire une seconde tentative de fuite et, cette fois, elle est parvenue à tout raconter à la police, qui a arrêté Futoshi et Junko dès le lendemain. Les jumeaux qu'ils avaient volés à leur mère ainsi que leurs 2 enfants biologiques vivaient avec eux. Aucune accusation n'a été portée contre Kiyomi, qui était elle aussi une victime. En revanche, le couple a été reconnu coupable de 6 meurtres. Celui de Takashige étant dû aux conséquences de son électrocution et non pas provoqué directement, il n'a pas été compté, tout comme ceux de Shoko et de sa fille, vu qu'il n'existait ni témoin ni preuve. Dans cette affaire, surnommée Kitakyushu Serial Murder Incident, Futoshi n'a strictement rien assumé et ses méthodes ont été beaucoup comparées à celles du leader de la secte, Shoko Ashara. En 2005, les 2 meurtriers ont été condamnés à mort par pendaison, mais à ce jour, ils sont encore tous les 2 vivants. Futoshi est toujours dans l'attente de son exécution, et Junko a vu sa sentence être commue en peine de prison à vie, en raison du fort contrôle que son compagnon exerçait sur elle à l'époque des faits. Et nous voilà enfin dans les abysses. Dans cette strate, je vais vous parler de tueurs en série dont je suis à peu près certain que vous ne connaissez même pas le nom. À moins d'être de véritables aficionados du true crime, et encore. Certaines affaires abordées seront d'ailleurs beaucoup moins détaillées que celles que j'ai déjà mentionnées, tout simplement parce qu'elles sont tellement peu connues qu'il y a relativement peu de sources, raison pour laquelle cette strate sera constituée de plus d'histoires mais plus courtes. Ceci étant, plus courte ne signifie pas moins atroce. Le premier meurtrier de cette dernière strate est né en Allemagne, dans une famille nombreuse, a priori très pauvre, vu que le père, qui était mineur, avait 9 enfants à nourrir. Joachim George Kroll était un enfant chétif, souffrant d'énurésie nocturne tardive. Il possédait un QI de 76 et il n'a été à l'école que pendant 5 ans, en partie à cause des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Dès l'âge de 15 ans, il a dû travailler dans une ferme où il aidait à l'abattage des animaux avant de parfois mutiler leur corps. C'est à ce moment-là que des fantasmes morbides ont pris racine en lui. Surnommé le cannibale de la Roure, il a commis son tout premier meurtre en 1955 à l'âge de 22 ans, après la mort de sa mère. Comme beaucoup, Joachim a tué essentiellement des adolescentes et des jeunes femmes, mais il s'est également attaqué à une retraitée, à un homme ainsi qu'à plusieurs fillettes. C'était un meurtrier opportuniste qui avait tendance à revenir dans les mêmes endroits des années après, et il s'en prenait aléatoirement à des personnes qu'il croisait. Il puis étrangler ses futures victimes avant de fuir la scène de crime, repartant aussi parfois avec des bouts de leurs fesses ou de leurs cuisses pour pouvoir les manger. Une fois rentré chez lui, il se masturbe plusieurs fois en repensant au crime qu'il venait de commettre ou alors il utilisait une poupée gonflable. La seule à lui avoir survécu est une dénommée Marion Vine, qui était malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment. Le 22 août 1965, cette jeune femme avait un rendez-vous quelque peu intime dans la voiture avec son petit ami Hermann Schmitz, dans un endroit isolé, mais c'était sans compter sur Joachim, qui passait par là par hasard et qui, en apercevant le couple, a immédiatement été pris de pulsion. Il voulait Marion, mais il devait d'abord se débarrasser d'Hermann. Pour ce faire, il a donc crevé un pneu du véhicule avec un couteau, ce qui a évidemment fait sortir l'homme de 25 ans de l'habitacle. Joachim s'est alors jeté sur lui pour le poignarder, et Marion, de son côté, a réagi très vite. Elle est passée sur le siège côté conducteur, puis elle a démarré la voiture, provoquant un accident sans gravité, mais mettant en fuite l'agresseur. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Hermann était déjà mort à l'arrivée des secours. Mais ce couple n'est pas le seul qui a été brisé. Le 13 septembre 1966, Joachim a violé et étranglé Ursula Rowling, une jeune femme de 20 ans, et c'est son petit ami, Adolf Schickel, qui a au départ été suspecté à tort de l'avoir tué. Il a beau avoir été innocenté par la suite, les gens sont malgré tout restés convaincus qu'il était le coupable. Alors, complètement désespéré, il s'est donné la mort au début de l'année suivante en se jetant dans le Maine. Le dernier, et aussi sûrement le plus atroce de ces crimes, a été le meurtre de Marion Keter, une enfant de 4 ans,
enlevé dans un parc par Joachim le 3 juillet 1976. Peu de temps après, un voisin est venu taper chez lui pour lui demander s'il savait pourquoi les toilettes communes du bâtiment étaient bouchées, et sa réponse a été des plus morbides. Joachim a simplement répondu « entrailles ». Un petit peu nerveux à cause de l'air on ne peut plus sérieux de son interlocuteur, le voisin est allé jeter un œil et il y avait effectivement dans ces toilettes, accessibles à tous les résidents, des organes humains qui n'avaient pas du tout la taille de ceux d'un adulte. Il a donc immédiatement appelé la police. En entrant dans l'appartement de Joachim, les forces de l'ordre ont découvert le corps démembré de Marion. Il y en avait des parties dans le réfrigérateur et l'une des mains de l'enfant était dans une casserole sur le feu en train de cuire avec des carottes et des patates. Lorsque les toilettes communes ont été démontées, son foie, ses poumons, ses reins et son cœur ont été récupérés. Joachim a été arrêté sur le champ et il a avoué 14 meurtres, précisant qu'il était effectivement cannibale et on soupçonne même qu'il ait pu s'adonner à des actes nécro. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour ses crimes et en 1991, il a été emporté par une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Dans la lignée des tueurs en série qui n'ont pas baigné dans l'opulence étant enfant, on peut citer Yang Shinai, un tueur en série chinois sur lequel on a relativement peu d'informations. Ses parents ont eu 4 enfants et sa famille était l'une des plus pauvres du village, une situation financière délicate qui lui a posé des problèmes lors de son adolescence. Pendant ses études secondaires, Yang résidait dans un dortoir comme tous les autres élèves, mais contrairement à beaucoup d'entre eux, il devait souvent se contenter de soupe de légumes qu'il s'était cuisiné lui-même, faute d'avoir quelque chose à échanger contre des coupons repas. Malgré tout, il s'est accroché parce qu'il était aussi intelligent qu'il était introverti. Après le lycée, il voulait vraiment poursuivre son cursus scolaire, mais son père s'y est opposé, tout simplement parce qu'il n'avait pas les moyens de payer pour son éducation. À l'âge de 17 ans, Yang s'est donc sévèrement disputé avec lui et par dépit, il a quitté l'école avant de rassembler les quelques affaires qu'il avait et de quitter la maison familiale. Forcément, suite à son départ, la vie n'a pas été des plus simples pour lui et après avoir travaillé sur des chantiers de construction, dans des usines ou encore dans des restaurants, il a progressivement glissé vers des pratiques beaucoup moins honnête. En 1988, Yang s'est fait prendre pour vol. Il a été placé par le Bureau de la sécurité publique dans une maison de redressement pendant 2 ans. En fait, comprenez qu'il s'est retrouvé dans un camp de travail forcé. Et si on aurait pu penser que ça lui aurait peut-être servi de leçon, eh bien ça n'a pas été le cas. À peine sorti, en 1991, il a replongé pour exactement le même motif. Après ça, c'est l'escalade, parce qu'en 1996, il a été condamné à 5 ans de prison pour tentative de viol, avant d'être libéré au bout de seulement 3 ans. Peu de temps après sa libération, il est sorti avec une femme, mais elle lui a gentiment signifié qu'elle ne voulait plus le voir quand elle a appris que c'était un ancien prisonnier, une rupture qu'il a visiblement eu beaucoup de mal à encaisser. C'est cette année-là que Yang a commis son premier meurtre, partant ensuite dans une épopée sanglante, au cours de laquelle il a fait des dizaines de victimes. Il passait de ville en village, faisant parfois la route à vélo, entrait dans les maisons de nuit et tuait sans aucune pitié toutes les personnes qui s'y trouvaient, sans aucune distinction. Enfants, adultes ou personnes âgées, hommes et femmes, Yang vivait à loisir et il brisait le crâne de familles entières en utilisant des haches, des marteaux, des pelles et même parfois des briques. Peut-être parce qu'on ne pouvait pas les entendre crier parce qu'ils n'avaient pas de voisins proches, le meurtrier s'en est essentiellement pris à des fermiers. Il pénétrait dans chaque maison avec de nouveaux habits et des chaussures qui n'étaient pas à sa taille, puis il quittait la scène de crime couvert de sang. Sur le seul mois d'octobre 2002, Yang a tué un père et sa fille de 6 ans en les battant avec une pelle, et il a violé une femme enceinte qui a pu survivre aux sévères blessures qu'il lui avait infligées à la tête. Comme beaucoup d'autres tueurs qui ont réussi à échapper à la police pendant des années, il s'est fait prendre à l'occasion d'un simple contrôle de police qui n'avait à la base rien à voir avec ses crimes. Yang a eu un comportement des plus étranges quand les agents l'ont approché, ce qui leur a mis la puce à l'oreille et les a poussés à lui poser plus de questions. Ce faisant, les policiers ont découvert que l'homme était recherché pour meurtre dans pas moins de 4 provinces chinoises différentes, et ils ont procédé à son interpellation sur le champ. C'était le 3 novembre 2003. L'année suivante, il a été condamné à mort pour avoir tué un nombre très important de personnes dans un laps de temps plutôt réduit, 67 personnes en 3 ans, auxquelles sont venues s'ajouter 23 vies. Yang a été fusillé 1 mois après l'annonce de sa sentence, à 35 ans, et si les médias ont beaucoup spéculé sur le fait que s'il avait commis tous ces meurtres, c'était peut-être à cause de la rupture que je vous ai mentionnée plus tôt, il n'a en réalité jamais confirmé ça. Tout ce qu'il a laissé entendre, c'est qu'il avait un profond mépris pour la société et les gens en général en disant, je cite, « Quand je tuais des gens, j'en avais le désir. C'est ce qui m'a inspiré pour en tuer davantage, peu importe qu'ils méritent de vivre ou non, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas envie de faire partie de la société.
la société ne me concerne pas. Le prochain tueur en série nous ramène dans un pays slave déjà visité plusieurs fois au cours de cet iceberg, la Russie. Mikhail Viktorovitch Popkov est le parfait exemple pour illustrer l'expression qui dit souvent qu'on a tendance à ne pas voir ce qu'on a juste sous le nez. Il a eu une façon bien à lui de manœuvrer pour échapper à la police. Il était lui-même policier. En poste à Angarsk, une ville industrielle située au fin fond de la Sibérie, il a, pendant des années, organisé son emploi du temps de façon à pouvoir tuer lorsqu'il n'était pas en patrouille, notamment dans la nuit du mardi au mercredi. L'homme ciblait ses victimes d'une façon bien particulière. Il s'attaquait généralement à des femmes entre 15 et 45 ans qui rentraient chez elles seules après une soirée arrosée. Mikhail les abordait à la nuit tombée et il leur proposait de les ramener chez elles, une pratique courante à l'époque en Russie, surtout en l'absence de compagnies de taxi privées. De plus, il était facile pour lui d'inspirer confiance parce qu'il portait son uniforme et qu'il approchait ses victimes au volant de sa voiture de fonction. Mikhail ne planifiait rien, c'était un meurtrier opportuniste. Il procédait en revanche toujours de la même façon quand une femme en état d'ébriété montait dans sa voiture. Après avoir pris l'autoroute M53 avec elle, il se rendait dans une forêt, la forçait à descendre du véhicule, à se déshabiller, puis il la massacrait, littéralement. L'homme se saisissait de ce qu'il y avait dans l'habitacle sur le moment pour la tuer, couteau, hache, batte ou encore tournevis. Il possédait tout un éventail d'armes blanches qu'il avait récupérées en faisant des perquisitions. Ses victimes étaient si sévèrement mutilées qu'on a surnommé le meurtrier le loup-garou et le fou d'Angarsk, un dernier surnom qui colle parfaitement au personnage quand on sait qu'après avoir pris si brutalement la vie de ses femmes, il abusait sexuellement de leur corps. Mikhail était marié, il avait même une fille et quand il était avec ses proches ou au travail, il n'avait strictement rien d'un monstre. C'est peut-être la raison pour laquelle il a été si difficile à attraper pour les autorités. Ça et le fait qu'à l'époque, la police locale était également aux prises avec les gardes-gangs et les mafias, qui laissaient déjà beaucoup de cadavres derrière elle. Il a même été jusqu'à tuer une enseignante qui travaillait à l'école de musique que fréquentait son enfant, et quand les parents des élèves ont été sollicités pour participer financièrement aux frais des funérailles, il a donné un peu d'argent. Heureusement, un terme a pu être mis aux horribles agissements de Mikhail, en partie grâce à ses propres erreurs, un bouton de son uniforme oublié sur l'une des scènes de crime, ou encore un témoin qui a raconté avoir vu une femme monter de nuit dans une voiture de police. Ces différents éléments ont mis les enquêteurs sur la piste de l'un de leurs collègues, et il en va de même concernant le fait que les résultats d'analyse des prélèvements vaginaux effectués sur les victimes semblaient mystérieusement disparaître. Cela dit, ils ont rapidement deviné qu'il ne pouvait s'agir que d'un simple flic et pas d'un homme en poste à la criminelle, parce qu'étant capable de laisser des préservatifs usagés à côté des corps, il semblait à peu près évident qu'il n'avait pas ou peu de connaissances en matière de médecine légale. En 2004, 3 échantillons de sperme vieux de 7 ans ont enfin pu être analysés grâce aux progrès effectués dans ce domaine, révélant un ADN identique mais inconnu. Entre-temps, Mikhail avait quitté la police pour travailler brièvement dans la sécurité, devenant ensuite vendeur de voitures, mais ça n'a pas empêché les enquêteurs de remonter rapidement jusque lui. En effet, au moment où les crimes ont été commis, il portait encore l'uniforme et son groupe sanguin correspondait à celui du tueur recherché. Il a donc, comme plusieurs milliers d'autres policiers et ex-policiers, été invité à se rendre au commissariat pour donner un échantillon d'ADN en 2012 et signer par là la fin de ses 18 ans d'activité criminelle. Après obtention des résultats, les autorités ont procédé à son arrestation dans la foulée et il a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité pour avoir tué au moins 83 femmes entre 1992 et 2010. Un nombre de victimes ahurissant qui fait de lui le tueur en série le plus prolifique de Russie et le place d'ailleurs devant Andrei Chikatilo. Il a maintenant 60 ans et se trouve toujours en prison à l'heure actuelle. En 2023, il avait même demandé à pouvoir aller combattre en Ukraine pour Wagner contre une remise de peine, mais ça lui a été refusé. Le tueur en série qui suit est colombien et c'est aussi celui qui a commis le plus grand nombre de meurtres de cet iceberg, un nombre si élevé qu'on se demande même comment c'est possible. Surnommé le monstre des Andes, Pedro Alonso Lopez est le 7e enfant d'une fratrie qui en comptait 13, tous élevés par une femme seule qui était blanchisseuse de métier, mais qui se prostituait aussi à côté pour pouvoir assumer sa famille. Cela dit, cette vie, Pedro ne l'a pas vécue très longtemps parce que l'année de ses 8 ans, sa mère l'a surpris en train d'agresser sexuellement l'une de ses sœurs et elle l'a immédiatement foutu à la porte. Parenting 101. Se retrouvant donc sans domicile fixe à un très jeune âge, il errait seul dans Bogota où il a, à son tour, été régulièrement victime de molestations et ce, jusqu'au jour où il a rejoint un groupe d'enfants de rue qui lui ont offert une protection. Vers ses 12 ans, Pedro a été adopté par une famille d'émigrés américains qui l'ont envoyé à l'école, mais il a à nouveau subi des attouchements, cette fois de la part de l'un des professeurs de l'établissement. Après ça, il a décidé de retourner dans la rue
et il a fui le foyer de ses parents adoptifs pour finalement tomber dans la délinquance. Pedro aurait apparemment commencé à commettre des meurtres à l'âge de 21 ans en 1969, mais il a dû faire une pause forcée pour purger 7 ans de prison après avoir été arrêté pour vol de voiture. Pendant son incarcération, il a à nouveau été violé par 3 autres détenus qu'il a tués pour se venger par la suite, ce qui a rallongé sa peine initiale de 2 ans. Après sa libération, en 1978, Pedro a décidé de quitter la Colombie et il s'est rendu au Pérou, où il ciblait des fillettes et des adolescentes, souvent sans domicile ou d'origine autochtone, qu'il attirait en leur offrant des bonbons ou encore de l'argent. Il les conduisait ensuite dans un endroit isolé pour les agresser sexuellement et les torturer avant de finalement les tuer soit par strangulation, soit en les battant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après ça, Pedro enterrait ses victimes, mais il lui arrivait parfois de les déterrer par la suite pour pouvoir organiser des petits goûters avec les corps. Mais il s'est vu contraint de changer de pays après avoir tenté d'enlever une enfant de 9 ans appartenant à la tribu indigène Ayacucho, tribu qui avait tenté de se faire justice elle-même en le dépouillant de tout avant de l'enterrer nu dans le sable. C'est un missionnaire américain qui a convaincu le groupe de l'épargner et de le remettre plutôt à la police, qu'il a simplement expulsé du Pérou. Une fois reconduit à la frontière, Pedro a pu reprendre tranquillement sa course macabre ailleurs, cette fois en Équateur, un pays dans lequel il a fait énormément de victimes. Il en a même tellement fait que la police a remarqué une nette augmentation du nombre de disparitions de très jeunes filles dans tous les endroits dans lesquels il était passé. Cela dit, à ce moment-là, les enquêteurs ont été incapables de faire le lien entre toutes les disparitions de ces très jeunes filles qui se produisaient et lui, et ils ont imputé ce malheureux événement à des affaires de trafic d'organes. Pourtant, il n'en était rien, et c'est une soudaine inondation qui a permis de faire la lumière sur la réelle cause de ces disparitions, vu que cette importante montée des eaux a permis la découverte de plusieurs corps de victimes qui étaient toujours recherchés. Très peu de temps après, pour on ne sait quel réseau, Pedro a tenté d'enlever une adolescente de 12 ans en pleine rue, qui plus est alors qu'elle était accompagnée de sa mère. Des commerçants locaux, alertés par leurs cris, sont intervenus et ont maîtrisé l'homme, avant de le confier directement à la police. Juste après sa capture, Pedro a refusé de coopérer lors de son interrogatoire, mais il a été dupé par un agent sous couverture, qui avait été placé dans la même cellule que lui et qui s'est fait passer pour un prisonnier. Le meurtrier s'est vanté auprès de son ami d'avoir tué plus de 200 personnes dans 3 pays différents. Il a finalement mené les autorités à 53 corps et ses aveux ont permis d'avoir la confirmation qu'il avait commis pas moins de 110 meurtres juste en Équateur. Pour tous ces crimes, Pedro n'a pu être condamné qu'à 16 ans de prison parce qu'en 1980, dans ce pays, c'était la peine maximale dont on pouvait écoper. Et comble du tout, il a été relâché 2 ans plus tôt pour bonne conduite. 14 ans pour 110 meurtres. Ça veut dire qu'il s'en tire plutôt bien. Après sa libération, Pedro a été déporté vers la Colombie, mais là-bas, la police n'a pas été en mesure de monter un dossier assez solide contre lui pour le faire condamner, et il a simplement été déclaré inapte à être jugé. Le tueur en série a donc été transféré dans un hôpital psychiatrique, mais en 1998, les médecins jugent qu'il était sain d'esprit et l'ont laissé sortir contre le paiement de l'équivalent de 70 $ et l'obligation de faire régulièrement des rapports aux autorités. Encore une fois, ça paraît totalement hallucinant, surtout quand on sait qu'il a bien évidemment presque immédiatement pris la poudre d'escampette quand il a retrouvé la liberté, et qu'on ignore où il se trouve à l'heure actuelle, ou même s'il est toujours vivant. La dernière trace que l'on a de Pedro Alonso López, administrativement parlant, ça remonte à l'année 1999, après quoi il a complètement disparu de la circulation. 3 ans après, la police nationale colombienne et Interpol ont émis des mandats d'arrêt contre lui pour un meurtre qui présentait certaines similitudes avec son mode opératoire, mais personne n'a jamais réussi à le localiser. En 2005, Interpol a désactivé son mandat, mais en 2012, les autorités du pays d'origine de Pedro l'ont à nouveau considéré comme un fugitif dans le cadre d'une enquête sur un homicide commis dans la ville de Tunja. Est-il mort? Est-il toujours en vie? Et s'il l'est, est-il toujours actif ou non? Si vous me posez la question, j'ai quand même un petit peu de mal à penser qu'il ait pu s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que ce tueur en série colombien est considéré comme l'un des plus, si ce n'est le tueur le plus prolifique au monde. On ne connaît pas le véritable prénom du tueur en série indien dont je vais vous parler maintenant parce que seul son nom, Shankaria, a été dévoilé publiquement. Ce sont ensuite les médias qui ont fait le reste, en associant au patronyme du meurtrier le surnom qu'ils lui avaient eux-mêmes donné, Kampatimar, un mot qui signifie littéralement « celui qui frappe sous l'oreille ». Du coup, ça vous donne une idée plutôt précise de son mode opératoire. Très peu d'informations sont disponibles sur lui en ligne alors qu'il a littéralement terrorisé l'Inde en enchaînant les meurtres pendant 1 an. Sa présentation sera donc plutôt sommaire, mais Kampatimar méritait, pour sûr, d'être mentionné dans cette strate,
notamment parce qu'il a tué beaucoup de personnes dans un laps de temps assez court, et ce à un âge relativement jeune. Personne ne sait ce qu'il a fait avant de commettre des meurtres et on ignore même quand il l'a fait précisément. Une source dit que c'était en 1977 et l'autre 4 ans plus tôt, en 1973. C'est en tout cas dans les années 70 que les autorités indiennes ont retrouvé plusieurs dizaines de personnes, toutes mortes de la même façon, dans 3 États différents du pays, le Rajasthan, le Pendjab et l'Haryana. Kampatimar s'asseyait apparemment dans des ruelles sombres la nuit, se mettait sous une couverture et il surprenait ses victimes, qui ne s'attendaient pas du tout à être attaquées, en leur portant de violents coups de marteau derrière le crâne, juste sous les oreilles. Après son arrestation, l'homme d'à peine 26 ans a avoué 70 meurtres, tous commis en seulement 1 an, et il a admis avoir tué principalement par plaisir. Il a été condamné à mort et pendu en 1979, après avoir tout de même affirmé qu'il regrettait ce qu'il avait fait en disant, pour reprendre ses mots, « J'ai tué en vain, personne ne devrait devenir comme moi ». Un point sur lequel il est difficile de ne pas être d'accord. On sait heureusement plus de choses sur Robert William Pickton, le prochain et dernier tueur en série de ces abysses, un Canadien surnommé The Pig Farmer Killer ou le tueur porché. Sa famille possédait un élevage porcin près de Vancouver et c'était la pérennité de la ferme qui primait sur tout le reste, pour ne pas dire que la vie quotidienne tournait autour de ça. Robert et son frère David ont travaillé très dur sur l'exploitation dès leur plus jeune âge, souvent au détriment de leur hygiène personnelle, et ça, même quand ils allaient à l'école, mais la situation n'a pas duré. Les notes du meurtrier n'étaient pas bonnes et à 14 ans, il a décidé de quitter le circuit scolaire pour travailler en tant que découpeur de viande, mais 7 ans après, il a finalement tout laissé tomber pour retourner aider ses parents à la ferme à temps plein. Seulement, après la mort de ces derniers, près de 10 ans plus tard, tout a pris un tournant plutôt inattendu. Les enfants Pickton ont hérité de l'exploitation et ils en ont vendu une partie, pour 5,16 millions de dollars canadiens, une somme qui les a pour ainsi dire rendus riches, permettant à Robert et David de faire leur début dans un autre secteur totalement différent. En 1996, ils ont fondé le Piggy's Palace Good Time Society, un organisme de bienfaisance enregistré au niveau fédéral qui avait pour objectif de recueillir des fonds pour des associations de services en montant des spectacles. Ces événements étaient organisés dans un ancien abattoir situé dans l'enceinte de leur ferme à Port Coquitlam. L'établissement n'ouvrait que de temps en temps, mais il a très vite rencontré un franc succès. L'ennui, c'est que ça n'était pas forcément celui que la ville espérait. Les soirées rassemblaient parfois jusqu'à 1700 personnes, dont des personnalités politiques et des businessmen locaux, mais pas que, parce que des travailleurs du cirque étaient aussi présents en nombre, ainsi que des membres du club motard des Hells Angels. Après l'ouverture du Piggy's Palace, les voisins se sont rapidement plaints, rapportant des problèmes de violence, de consommation de drogue, d'ivresse et de pollution sonore. Et en parallèle de tout ça, des femmes vivant dans le Lower Mainland, notamment dans le quartier downtown East Side de Vancouver, réputé pour être très défavorisé, ont commencé à se volatiliser dans les années 90. Elles étaient généralement membres des Premières Nations, toxicomanes ou prostituées, et si leur soudaine disparition n'était parfois même pas remarquée tout de suite, la police locale a fini par se demander si un tueur en série n'était pas responsable de tout ça. Bizarrement, en 1997, Robert Pickton a été accusé d'avoir poignardé une travailleuse du sexe plusieurs fois lors d'une rencontre qui avait lieu à sa ferme. Cela dit, la plainte de la jeune femme n'a pas été jusqu'au procès à cause de sa tendance à abuser des stupéfiants qui, selon les autorités, ne rendait pas son témoignage suffisamment crédible. À cause des nuisances provoquées par les soirées organisées au Piggy's Palace, ses propriétaires ont été la cible de pressions juridiques croissantes de la part de la municipalité à laquelle la ferme était rattachée. La ville de Port Coquitlam a poursuivi les membres de la famille Pickton en justice, les accusant d'avoir illégalement transformé leur propriété, initialement zonée pour l'agriculture, ce qui a finalement entraîné une interdiction d'y organiser des fêtes. Après ça, la société de Robert et David s'est vue retirer son statut d'organisme à but non lucratif et a été dissoute en 2000 sur ordre municipal. 2 témoins ont signalé avoir vu des choses bizarres à la ferme Pickton, dont un ancien employé du Piggy's Palace qui avait trouvé plusieurs sacs à main appartenant à des femmes portées disparues et un anonyme qui avait appelé la police pour dire qu'il y avait là-bas un congélateur rempli de viande humaine. Les autorités ont fouillé les lieux 3 fois, mais n'ont rien trouvé. Ce n'est qu'à partir du 5 février 2002 que tout a changé. La police a obtenu un nouveau mandat de perquisition pour détention illégale d'armes sur la propriété, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres parce que, cette fois, des objets personnels appartenant à des femmes disparues ont bel et bien été découverts sur place. Il y avait également des traces de sang de l'une d'entre elles dans une des caravanes installées sur le terrain de la ferme. Robert et David ont été arrêtés,
puis relâché sous surveillance policière, mais le premier n'a pas gardé sa liberté très longtemps. En effet, le 22 février, il a été appréhendé pour la seconde fois dans le même mois, cette fois pour avoir commis 2 meurtres, et les charges qui pesaient contre lui se sont fortement alourdies jusqu'à en arriver, début mai, au nombre de 27 meurtres. Au moins 27 femmes en situation de vulnérabilité que Robert a attirées dans sa ferme en leur proposant de l'argent ou de la drogue pour finalement les tuer à l'aide d'une arme blanche. Malgré d'intenses fouilles menées sur la propriété des Picton, très peu de restes humains y ont été retrouvés et en 2004, le gouvernement a annoncé qu'il était possible que Robert ait mixé la chair de ses victimes avec celle de ses porcs qu'il vendait dans les commerces locaux. Il a également été suspecté d'avoir tout simplement donné directement les corps à manger à ses cochons, des animaux connus pour n'en laisser quasiment rien quand on leur offre un tel festin. Le procès de Robert a eu lieu en 2006 et il a plaidé non coupable des 27 chefs d'accusation de meurtre, prétendument commis entre 1978 et 2001. Il n'a finalement été jugé que pour 6 meurtres, une charge ayant été abandonnée faute de preuves, et les 20 autres suspendus par le juge. En effet, le magistrat a pensé que pour les membres du jury, devoir en arriver au même verdict concernant 26 affaires différentes aurait été inutilement compliqué. Une annulation de procès était même susceptible d'être prononcée en cas de désaccord, ce que personne ne voulait, et heureusement ça n'a pas été le cas parce que Robert a été condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Il n'a jamais avoué formellement ses crimes, en tout cas pas un policier en uniforme, mais comme pour Pedro Alonso Lopez, il s'est en revanche confié à un agent sous couverture qu'il pensait être un co-détenu tout à fait normal. Le tueur en série a ce jour-là admis avoir commis 49 meurtres et il dit s'être fait arrêter juste avant de tuer une 50e personne, simplement parce qu'il était devenu négligent avec le temps. Robert est mort tout récemment, en mai 2024, après avoir été violemment attaqué par un autre prisonnier. Voilà pour cet iceberg. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour les prochains s'il y en a. J'ai plein d'autres idées de thèmes, alors si le format vous plaît, ça reviendra régulièrement sur la chaîne. Je suis également curieux de savoir si vous avez pu découvrir un ou plusieurs tueurs en regardant la vidéo. Moi, personnellement, il y en a plusieurs dont je n'avais jamais entendu parler. Allez, à lundi prochain pour un vrai, cette fois, épisode de HVI. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!